Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes en juillet 2024 et c'est l'épisode 373, le dernier épisode hebdomadaire de la saison. Respect des fichiers robots TXT, que vous connaissez peut-être si on parle de web, de SEO, de référencement naturel, mais aussi d'intelligence artificielle. Donc pour les entraînements, des contrats, des procès, des acquisitions, c'est la semaine de l'intelligence artificielle qu'on continue à suivre de près, avec également des miracles qui se sont rendus notamment possibles grâce justement à cette intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui boucle ses valises, qui se prépare pour aller peut-être en vacances, voyager, ou au contraire rester tranquille chez lui, vivre sa belle vie. Mais c'est en tout cas le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien, d'autant mieux qu'effectivement, ça va être les vacances là, quand même, c'est l'été. Oui, ça fait tellement de bien en vrai d'avoir ces opportunités. Je rééchangeais avec Matt, avec qui j'ai fait Relive pendant pas mal de temps, et que vous avez déjà entendu dans des épisodes de podcast de Tech Café, notamment quand ça parlait un petit peu d'Apple, un peu plus d'Apple. Et il me disait que, en fait, là où nous, tu vois, copieusement, on peut avoir 5 semaines de vacances, il y en a 2 à l'année. Ça fait mal au cœur quand même. Il faut savoir se rappeler des petits privilèges qu'on a quand même en France de ce type-là. En tant que podcasteur, tu veux dire ou... Non, en tant que Français, de manière générale. En tant que podcasteur français, t'imagines. En tant que podcasteur, à la limite, on prend des vacances quand on veut, finalement. On est soumis à rien. Merci au passage, donc symboliquement à vous qui écoutez Tech Café, épisode après épisode. C'est l'occasion de vous transmettre ce message à la fin d'une saison. C'est un truc de fou, en fait, de vous savoir attentif au podcast chaque semaine. Puis en plus, vous nous faites des témoignages et des avis qui sont hyper enrichissants, très enthousiasmants. Donc merci beaucoup. Et merci aussi beaucoup à celles et ceux qui foulent chaque semaine le tapis rouge des personnes qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon. Je vais donc citer Sébastien Maldazar. Alors, ça va être dur à citer, je le savais. Alors tiens-toi bien. ZRVX pourcentage PV majuscule égale parenthèse fermante HE majuscule point esperluette quote point virgule S9. Voilà, merci à lui. Ça, c'est un sacré pseudo. Merci aussi à Goubap et Boulatic, et puis Cyril Gavory, j'arrive pas à le dire non plus, Goukak et Boulatic, qui m'a expliqué qu'il avait eu un générateur de pseudo à l'époque, et qu'il a gardé ce pseudo, et on a échangé aussi très brièvement parce que, alors je sais pas, je pense que je te l'avais pas dit Guillaume, mais les personnes qui nous soutiennent sur Tech Café, sur Patreon pour Tech Café, je leur envoie une petite capsule vidéo avec un service qui s'appelle Bonjoro. Donc je les remercie, je leur fais une petite capsule vidéo. Et parfois, vous nous répondez, vous nous renvoyez des messages vidéo. Pas souvent, mais plutôt des petits messages textes. Mais parfois, il y a des petites capsules vidéo que vous nous répondez. Et donc, il y a Goukak et Boulatic qui m'a montré, il a une trop belle borne d'arcade. Donc, mention spéciale à toi qui a une belle borne d'arcade à la maison. Et merci beaucoup, évidemment, à toi, comme aux autres personnes, de nous soutenir. Parce que vous le savez, Tech Café, c'est un podcast gratuit et il est soutenu par ses auditeurs qui ont la possibilité de contribuer financièrement à son fonctionnement à la hauteur de quelques euros par mois et sans engagement. Et donc, c'est grâce à la page Patreon, patreon.com/techcafé. Et donc, évidemment, comme à chaque fois, comme je le dis, sans engagement, c'est que forcément, chaque mois, et en particulier plus souvent, plus régulièrement l'été, il y a des soutiens qui préfèrent arrêter leur abonnement parce qu'ils font le point sur leur participation, ils ne veulent plus forcément le faire. On les remercie évidemment de nous avoir soutenus pour une période donnée et d'avoir garanti le financement de l'émission. Et du coup, peut-être que vous avez une place à prendre si vous ne soutenez pas encore Tech Café à votre tour. Vous pouvez donc prendre leur place. Et puis, alors que l'été, c'est peut-être le moment où justement Nesescar se patron, c'est que c'est là qu'il y a le moins d'épisodes. Mais c'est vrai, c'est là que c'est le moins facturé. Effectivement, c'est là où vous avez tout intérêt à soutenir Tech Café sur Patreon. Et puis, voilà, vous avez la réalité des prélèvements qui commencent en septembre, effectivement. Et puis, en contrepartie, vous savez, quand vous soutenez Tech Café sur Patreon, vous bénéficiez d'un flux privé pour ajouter le podcast dans votre app et écouter les épisodes sans la pub. Rendez-vous donc sur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a eu des avis sur Apple Podcast, et donc je vais en citer 2 d'un coup, tu vas voir pourquoi. D'abord, il y a Max Taylor qui dit « À table », je cite « Les déjeuners entre collègues sympas et passionnés pour papoter techno sont de plus en plus rares. Écouter les 2 Guillaume et leur podcast rappelle ces moments de plaisir très instructifs.
les desserts en moins. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de desserts, même si on peut dire que la rubrique jeux vidéo est quelque part un petit dessert. Et dit quoique c'était organisé. Et ben, ça me désole de savoir que les gens constatent avoir moins la possibilité de papoter entre collègues à la cantine. Est-ce que c'est la surenchère de l'activité débordante des journées qui se manifeste pour tout le monde? Je ne sais pas. Soutien à vous si vous nous écoutez en travaillant. Et puis mention spéciale aussi à Merwan 000098 qui a déposé un avis un petit peu plus critique, hein, de son côté. Il a mis qu'une étoile et il a mis trop radio. Je cite: Abrège, tu tournes en rond et c'est un format trop émission radio. C'est apostrophe. Alors je sais pas ce qu'il voulait dire. C'est veut un podcast original. Alors j'ai pas tout compris, mais ce que je comprends, c'est que ce que tu reproches à Tech Café, c'est d'avoir un format trop radiophonique. Et sincèrement, Merwan, je te mets au défi. Je te mets au défi de me trouver des émissions de radio traditionnelles diffusées sur les antennes, qui sont aussi peu soumises à des coupures publicité et sur lesquelles on entre autant dans un sujet en profondeur que dans Tech Café. Défi que j'espère tu pourras relever. Peut-être que tu pourras le faire dans les commentaires sur techcafé.fr, comme il y a régulièrement des commentaires qui sont déposés sur les articles qui accompagnent la parution des épisodes, ou même sur le serveur Discord, où vous pouvez discuter entre vous et avec nous, et pas que de tech. C'est un espace d'échange toujours super agréable et plutôt familial, et où on a eu d'ailleurs, Guillaume, plein de réactions, et je sais que tu as déposé l'œil de Moscou comme chaque semaine pour aller prendre connaissance. Il faut que je fasse attention avec cette expression maintenant, l'œil de Moscou. Il faut peut-être que j'arrête de l'utiliser au passage, je suis en train de me dire. Mais en tout cas, tu as surveillé comme d'habitude les avis qui étaient déposés dans Réaction. Et il y a des sujets qui ne sont pas forcément les sujets les plus emblématiques en plus dans le podcast, qui ont été réabordés et qui intéressent beaucoup les auditeurs. Tu les as donc surveillés. Est-ce que c'est maintenant qu'on réagit à ces avis, Guillaume, ou est-ce qu'on se laisse ça comme digestif, comme les jeux vidéo, c'est le dessert? Bah, non, en fait, c'est surtout qu'il y a eu pas mal de réactions, effectivement. C'était sur deux sujets qui sont pas forcément des sujets d'actu et qui sont pas forcément non plus des sujets qui intéresseront tous les auditeurs. Donc, comme ça va être un petit peu long aussi, parce qu'on va, je sais pas, on va peut-être parler de trucs un petit peu différents et puis Ouais. expliquer peut-être des choses aussi, si je peux. Bon, dans quoi je me lance, je sais pas, mais. T'as préparé un dossier. Non, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Disons que comme c'est un peu plus long peut-être que d'habitude et que c'est des sujets qui intéressent pas forcément tout le monde, je propose effectivement qu'on fasse les réactions à la fin de l'épisode plutôt qu'au début, tout simplement. Très bien. Eh ben, écoute, on les garde en digestif et sans autre forme de procès. On va plutôt s'intéresser à une thématique du moment qui est alors, directement liée à l'intelligence artificielle, bien qu'un peu annexe, mais bon, elle est évidemment essentielle. C'est la capacité pour les entreprises qui fournissent ces services-là d'aller collecter la donnée sur les sites internet. Et on avait déjà expliqué qu'il y avait des instructions avec les fichiers texte robots.txt sur les sites qui donnaient des directives et qui empêchaient d'aller récupérer la donnée sur certains sites internet. Et c'est un peu un des éléments d'actualité phare cette semaine, Guillaume. Bah ouais, depuis l'avènement des IA génératives, les données, c'est devenu un problème vraiment central, hein. Alors, ça a toujours été une considération majeure en machine learning, parce qu'il faut bien que les modèles apprennent à partir de quelque chose, hein, mais évidemment, ces temps-ci, ça prend une tournure qui est vraiment différente, hein. Et ça fait longtemps pourtant, hein, que les chercheurs, finalement, les chercheurs du domaine, voilà, du machine learning, se servent un petit peu sur Internet, quoi, parce qu'ils prennent des grosses louches de données un petit peu partout, où c'est public, et puis ça choquait pas grand monde, finalement. Durant la dernière décennie, ça choquait personne, quoi, hein, parce que on faisait du machine learning déjà dans les années 2010, évidemment. C'est même là que ça a commencé à prendre son essor vraiment, quoi. Mhm. Mais c'était beaucoup plus des études universitaires, hein, des modèles qui étaient aussi énormément plus petits qu'aujourd'hui et qui aboutissaient très rarement à des produits. Donc c'était plutôt des recherches. Et donc, évidemment, on n'a jamais eu des produits aussi flashy que depuis 2022, quoi. Et donc aujourd'hui, le machine learning, c'est devenu un terrain de jeu pour les très très grosses boîtes, hein, qui sont multimilliardaires et qui siphonnent Internet à l'échelle industrielle, du coup, et dont les buts, eux, sont tout à fait commerciaux. Donc la situation, elle est plus du tout la même, elle n'est pas du tout non plus perçue pareil. Et donc il y a des gens qui, inexplicablement, voient aucune différence à tout ça, c'est ça qui est fabuleux. En particulier, on a Mustapha Suleiman, qui est boss de l'IA chez Microsoft, hein, et qui est ex-PDG de Inflection, et cofondateur de DeepMind. Bon, autant dire que pourtant, voilà, c'est pas Dédé du PMU, quoi, hein, voilà, c'est un mec qui pèse, mais ça veut rien dire parce que Dédé, il a peut-être une vision plus juste finalement de la propriété intellectuelle que Mustapha. Alors, il a dit, pas Dédé, hein, Mustapha, que depuis les années 90, le contrat social sur Internet, c'est que tout ce qui est public est gratuit. Mhm. Tout le monde peut le copier, le recréer, le modifier pour en faire un autre truc. Tout ça, c'est fair use, quoi, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est factuellement totalement faux. C'est même pour ça qu'il existe des trucs comme les licences. Tu sais, les licences, s'il y a des licences, c'est justement parce que, voilà, il y a des trucs protégés, des trucs qu'au contraire, tu mets un accès public, hein, un logiciel open source, il a une licence, justement. Cette licence,
Mon cher Mustapha, elle te dit ce que tu fais, ce que tu peux faire, et éventuellement ce que tu peux pas faire dedans. Donc voilà, c'est pas du tout comme ça. Et puis surtout, oser dire que parce qu'un artiste poste son œuvre sur DeviantArt, elle lui appartient plus, c'est quand même un petit peu fort, tu vois. Et en fait, c'est même carrément renverser la réalité, parce qu'aux États-Unis en particulier, tout ce que vous postez est à vous. Et le cas de fair use, c'est quelque chose qui doit être défendu et accordé au cas par cas par la justice en réalité. Et alors, c'est pas en disant des énormités pareilles que Microsoft va améliorer son image, hein, et puis plaider efficacement les divers procès qu'il a sur le dos, lui et OpenAI. C'est un peu général dans le monde de l'IA chez les grosses boîtes, on prend les données et on voit le reste plus tard, et puis surtout, si pas vu pas pris, voilà, bah super. Donc il y a un gros souci en ce moment autour du fichier robot.txt, hein, qui est un petit fichier texte, enfin voilà, comme son nom l'indique, hein. Et dans ce truc, il y a, ça indique en fait si oui ou non on accepte que le contenu du site soit parcouru, indexé ou téléchargé, hein, par les divers robots qui se baladent sur le web, pour différentes raisons, le plus connu étant celui de Google, hein, bien entendu. Alors ces derniers temps, ils prolifèrent, hein, ces robots, et parce que tout le monde veut de la donnée tout simplement, soit pour entraîner des IA, pour leur donner à manger tout de suite, hein, pour consommer tout de suite, Mhm. ou alors pour emporter, comme c'est le cas de Perplexity, hein, Perplexity qui faisait de la recherche IA avant Google finalement, avant que Google, voilà, c'est ce que fait Google aujourd'hui aussi. C'est plus un moteur de recherche, enfin d'ailleurs, c'est même plus vraiment un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse finalement, puisqu'il répond directement à une question, en langage naturel, hein, il cite ses sources. Évidemment, ça pose les mêmes questions pour le web en général que la recherche générative de Google, hein, qui fait aussi ça désormais. Mais ces derniers temps, c'est un autre point c'est sur un autre point qui a Discord vraiment, c'est que Perplexity se sert des données des sites, même si on lui dit de ne pas le faire. Perplexity, il est capable de créer un résumé dont plusieurs articles. Voilà, tu prends des articles sur The Verge, sur Wired, sur Forbes, donc des grands sites, hein, souvent. Et évidemment, il va donc agréger ces articles, hein, puis il va les résumer, puis il va répondre poliment à ta question. Ce qui est déjà considéré par beaucoup de journalistes comme du plagiat pur et simple, hein, au passage. Mais en plus, Perplexity s'assoit confortablement sur les indications du robot TXT. C'est le cas de celui de Wired, puisqu'il y a des journalistes de là-bas qui ont fait le test. C'est aussi le cas chez Forbes. Forbes qui lui demande donc de ne pas utiliser les données. Mais non seulement Perplexity le fait quand même, mais en plus, les robots de Perplexity ignorent les paywalls, c'est-à-dire qu'ils téléchargent aussi le contenu qui est payant. Le contenu pour lequel tu dois payer normalement ou t'abonner sur le site, il le télécharge quand même et il l'utilise directement sur Perplexity, il le rebalance comme ça au calme sur le site. Alors la défense de D'ailleurs, Perplexity, je me demandais comment, d'ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'ils ont payé un abonnement pour le robot? Est-ce qu'ils ont bon, il y a trouvé une plusieurs petite possibilités. bidouille? Il y a plusieurs possibilités. La plupart des sites, ils offrent un certain nombre d'articles gratuits. Ouais. Donc il y a certains articles gratuits qui peuvent passer parce que c'est les premières fois du mois, Mhm. par exemple, qui voient passer cette IP, donc ils laissent passer. Il y a une autre possibilité que je ne devrais pas dire parce que c'est pas très gentil pour les sites, mais il y a certains sites sur lesquels le contenu, en fait, tu peux Ouais. pas y accéder, mais il est déjà chargé en réalité. C'est-à-dire, par exemple, sur Firefox, si vous prenez la version lecture, la version du lecteur, vous savez, vous avez plus la page web, vous avez le contenu de la page web, et en fait, le texte, il est déjà dedans. J'ai Donc, l'impression que ça marche de moins en moins, ça, quand même. alors, Mais... ça marche de moins en moins, mais ça marche encore sur certains sites. Ouais, tout à Et fait. ça marche encore aussi, voilà. Bon, donc il est Ce qui fait possible aussi que quand tu bookmarques d'ailleurs un article dans certains services comme Reddit Later ou Pocket, parfois tu as le contenu aussi en intégralité d'ailleurs. alors, je suis bien placé pour savoir que ça marche sur encore pas mal de sites, en fait, hein, parce que Ouais. j'utilise beaucoup Pocket, Mhm. et c'est bien pratique, hein, il faut l'avouer. Donc il doit y avoir des trucs comme ça, et donc, évidemment, ça plaît pas à Forbes, hein, forcément. Alors la défense de Perplexity, c'est que c'est pas lui qui fait, en tout cas, pas tout, puisqu'il a des sous-traitants qui font ça, qui utilisent d'ailleurs... La bonne vieille excuse, c'est pas moi, c'est le sous-traitant. Quelle honte. Ah classique, classique, mais qui marche toujours. Non, ça marche pas très bien en fait. Ouais. Amazon d'ailleurs est en train de regarder ça, puisque en fait c'est à partir de son cloud que les robots sont envoyés souvent. C'est les serveurs qui sont sur le cloud Amazon. Et pour être honnête, le robot TXT n'est là qu'à titre indicatif. Ça, pour le coup, c'est vrai, hein, c'est pas une loi, on va dire, hein, c'est pas défendable. Tu peux C'est pas comme un attaquer. panneau sens interdit, tu vois. C'est censé Alors, pas du tout. t'expliquer que t'es pas censé rentrer, mais si jamais tu veux rentrer dedans, tu peux. Alors Bon, non, après, non, tu non, te mets en non, risque, parce qu'un un panneau sens interdit, on peut t'attaquer. Je veux dire, c'est interdit. Ah Donc, oui, c'est-à-dire ok. qu'on peut Oui, c'est vrai que mon t'attaquer analogie marche pas. Exact, pardon. Oui. parce que en enfreint le sens interdit, c'est pénalisable. Je veux dire, Mhm. tu peux C'est avoir vrai, une ouais, mon amende, quoi. analogie marche pas. Le Ouais. robot TXT, non. Le robot TXT, c'est juste, c'est indicatif, et puis les sites, ils choisissent de le réserver ou pas. Donc c'est un contrat de confiance. Mais le problème, c'est que en général, ce contrat de confiance, il est plutôt bien respecté jusqu'à présent. Et là, Perplexity, il n'a pas trop l'esprit d'Arty, quoi, tu vois. Il fait un peu ce qu'il veut, et c'est pas le seul. Donc, et puis il suffit d'entendre Mustapha pour sentir que voilà, C'est fou l'ambiance, quand c'est même, ça, hein. quoi. C'est fou qu'ils puissent tenir des positions pareilles quand même. Enfin bon.
Et du coup, il y a certains sites comme Reddit qui vont carrément bloquer les bots, purement et simplement. Et donc, du coup, ils réservent leur contenu à qui? Bah, ceux qui ont payé, comme OpenAI et Google. Ce qui est aussi un problème, enfin, je veux dire, d'un point de vue d'ouverture, c'est pas non plus génial, quoi. Nouveau contrat, Guillaume, entre un canard et OpenAI, et ce canard, c'est pas le moindre, c'est The Time. Oui, c'est le très célèbre journal The Time, n'est-ce pas, qui est le dernier en date à avoir signé un contrat avec Mephisto, enfin, pardon, avec OpenAI. Donc la boîte de Sam Altman va avoir accès à 101 ans de contenu, comme toujours. Alors, on n'a pas d'infos sur les détails, en tout cas pas les détails financiers du deal. Des deals qui se multiplient, parce que pêle-mêle, on a déjà eu Vox, The Wall Street Journal, Politico, Associated Press, plus près de nous, El País en Espagne et Le Monde, ici même. Donc on a l'impression qu'il y a deux camps aussi quand même dans les institutions journalistiques, parce qu'il y a la team Altman un peu, et bon, donc celle-là, puis il y a la team New York Times, Chicago Tribune, The Intercept, et la semaine dernière aussi le CIR. Donc le CIR, c'est pour Center of Investigative Reporting, n'est-ce pas? C'est une ONG qui est, qui est ancienne et très respectée aux États-Unis, qui produit les contenus de Mother Jones et qui est des plus vieilles finalement du secteur. Et comme les autres journaux que je viens de citer, elle attaque OpenAI au tribunal pour les mêmes raisons, c'est-à-dire violation de copyright à échelle industrielle. Donc OpenAI et Microsoft devraient éviter de faire témoigner Mustapha au procès, je pense que c'est un conseil qu'on peut leur donner, vraiment. Donc s'il semble y avoir deux camps chez les gros groupes de médias, je suis pas sûr qu'il y ait autant de camps chez les journalistes, parce qu'ils semblent jamais trop ravis d'apprendre ces alliances, et de fait on ne sait pas trop ce que ça va leur apporter. Hormis évidemment de l'argent à court terme, puisque bon, il y a quand même un deal. Les perspectives de cette collaboration sont quand même assez floues, d'autant plus qu'elle n'a même pas trop commencé en fait. Il y a une investigation de Nieman Lab qui montre par exemple que ChatGPT a aujourd'hui toujours énormément de mal à citer ses sources. En particulier, en posant des questions qui faisaient référence à des articles parus sur une dizaine de médias, l'auteur s'est rendu compte que beaucoup d'URL étaient fausses et qu'elles n'amenaient pas aux pages correctes. Beaucoup des liens que produit ChatGPT en fin de réponse, quand vous lui posez une question d'actu, sont faux, c'est un problème, même si personne ne clique dessus, ce qui est un autre problème en soi. Le truc, c'est que ça arrive aussi bien sur des médias avec lesquels OpenAI a un accord que les autres. Donc pour le moment, l'attribution, qui est quand même nécessaire et obligatoire, des articles d'origine, des journaux, ça marche pas, que ce soit avec les partenaires ou pas. C'est en cours de mise au point, d'après OpenAI. Pour le moment, le système donc de RAG d'OpenAI n'est pas fiable. Alors le RAG, c'est un truc dont on parle assez souvent, on en parlera probablement encore souvent. Ça veut dire RAG, RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc c'est la génération augmentée par le retrieval, c'est-à-dire que vous allez chercher des trucs ailleurs. Et ce truc-là n'est pas une panacée. C'est un système qui est aussi utilisé par Google dans sa recherche générative. Donc voilà, le principe, c'est ça. On utilise une base de données externe dans laquelle on va piocher des documents, une base de données normale en fait. Comme d'habitude, on va piocher des documents là-bas par morceaux, des morceaux de documents qui semblent convenir pour la réponse, et puis après on l'injecte dans le prompt, puis on demande au modèle de langage de générer une jolie réponse en langage naturel, polie, charmante et éloquente. Mais les soucis des LLM, évidemment, ils restent présents. C'est lui qui génère la réponse finale. Il peut avoir des soucis classiques d'hallucination. Et de même, le sens que prend le verbe « semble convenir », j'ai dit les documents qui semblent convenir. Ça veut dire quoi, sembler convenir? Justement, c'est un sujet complexe. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. C'est-à-dire comment on associe les données, comment on recherche les données, comment on sait quelles données aller chercher, comment on les associe. Il y a plusieurs possibilités, en fait. Et donc, c'est un sujet qui est compliqué en soi, et Google en a fait les frais, d'ailleurs. Mais bon, ils arriveront peut-être à un taux d'erreur acceptable à un moment, parce qu'OpenAI, il va avoir un développement il semble acquis maintenant qu'ils ont un axe de développement qui est bien identifié et qui se précise ces dernières semaines, et c'est le monde de l'entreprise. Alors ils avaient déjà une offre dedans, mais là on le voit à travers leurs acquisitions. Donc c'est marrant parce que c'est quand même un moment de l'entreprise où on n'aime pas trop les erreurs bêtes en général, tu vois. Mais pourtant, après avoir acheté Rockset, donc la semaine dernière, donc il était spécialiste des bases de données d'entreprise, c'était il y a 2 semaines plutôt. Cette semaine-là, la semaine qui est passée, donc ils ont racheté une autre boîte qui s'appelle Multi, et qui est une start-up qui fait dans le chat vidéo, quoi. Là aussi, focus entreprise. Donc ça semble devenir un segment important pour eux. Et ça colle aussi avec l'objectif de remplacer un maximum d'emplois économiquement significatifs, comme ils l'écrivent comme ils l'ont écrit au moins sur leur site. Les exigences du monde professionnel, pourtant, c'est pas les mêmes, c'est problématique de se planter régulièrement en répondant à des questions grand public. Ça sera beaucoup plus difficile si chaque board se paye en cash quand même. Parce que nous, le grand public, on va devoir attendre aussi pour voir des nouveautés. Bon, on va devoir attendre pour s'amuser aussi avec l'IA charmeuse qu'on a vue, puisque la fonction audio de ChatGPT, qui a été présentée dans la démo, et qui attend plus à Scarlett Johansson, n'est-ce pas, est encore reportée. D'un bon mois sans doute, donc voilà, vous aurez... Alors bon, quand ça arrivera, vous n'aurez pas la voix de la démo, justement, qui est trop dangereuse.
Mais il va falloir attendre un petit peu. Apparemment, les serveurs d'OpenAI, il faut qu'ils encaissent un petit peu le surcroît de trafic que ça va occasionner, comme ça, des millions de gens qui vont tomber amoureux de leur chatbot et leur confier leurs blessures d'enfance jusqu'à 3 heures du mat. Évidemment, voilà, il faudra assurer derrière. Il y a quand Et même... ouais. Bah oui, écoute, on va voir ça. On n'a pas pu encore mettre la main dessus et tester, enfin la voix dessus, donc on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Mais c'est pas demain la veille. En attendant, Guillaume, un nouveau modèle a été présenté par OpenAI qui ne s'arrête donc décidément plus. Mais c'est, comment dire, comment le présenter? C'est un petit peu le prof, peut-être, qui est derrière l'élève et qui tape sur les doigts. Est-ce que je peux le décrire comme ça, Guillaume? Critique GPT. Ben, c'est l'inspecteur des travaux finis, tu vois, c'est le Ah mec oui. assurance qualité, qui Mmh. arrive derrière, qui pointe ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est exactement ça. Donc, ouais, c'est OpenAI qui vient encore de créer, qui vient probablement de créer le chatbot le plus horripilant du monde, hein, parce que c'est le chatbot qui a entraîné à tout critiquer, voilà, et à pointer toutes les erreurs que tu as laissé passer. Voilà, c'est un chatbot qui va les dévoiler au grand jour, toutes tes failles, toutes tes faiblesses, et il va y en ricaner impitoyablement. Et Vous avez des j'exagère à personnes peine. à qui ça vous fait penser dans votre travail, hein, j'en suis sûr, vous qui nous écoutez, mais bon. Ou dans la famille d'ailleurs. Ah bah attends, écoute, en tout cas, ça existe vraiment, ça s'appelle Critique GPT, c'est une version de GPT donc qui a été surentraînée, qui a été réglée. Vraiment, donc on l'a vraiment entraîné à localiser et corriger les erreurs que fait ChatGPT aussi quand il écrit du code. Alors le but, c'est effectivement plutôt de corriger les erreurs de code qui sont faites par le chatbot standard, quoi, hein, tout simplement. Donc il a été effectivement entraîné sur, en fait, tout simplement un dataset où il y avait des choses avec des erreurs, puis des explications sur ces erreurs, et voilà quoi. Donc, ce qui est marrant, c'est que, alors, ça marche sur le code que vous écrivez vous, hein, c'est-à-dire si ça peut être, évidemment, ça, il peut corriger le code qui est écrit par un humain aussi, pourquoi pas. Et donc, il localise les erreurs, mais il va les commenter aussi. Donc, il va dire ce qui va pas. Et en fait, il le fait même pas mal, puisqu'il a même préféré 63% du temps par rapport aux explications données par les humains. Parce qu'en fait, Critique GPT, il est finalement moins chiant que le critique humain moyen. Il fait moins de faux positifs, il pointe moins de micro-erreurs qui sont en fait sans conséquence et qui sont pointées inutilement, et puis il a des explications qui sont plus claires finalement, voilà, plus Il concises, est plus claires. pédagogue alors. Et ça a l'air. Donc Critique GPT, donc c'est un GPT, hein, donc ça veut dire qu'il n'est pas parfait non plus, il a un certain taux d'erreur. Mais disons qu'en tandem avec GPT qui pond lui le code, le risque d'erreur finale décroît quand même pas mal, et évidemment c'est toujours ça de prix. Il est prévu pour opérer les erreurs qui sont très locales quand même, hein, c'est-à-dire s'il y a un truc qui cloche à cause d'un code qui est dans un autre fichier ou qui est juste 50 pages avant dans une autre fonction, là il y a de grandes chances que ça marche pas. Les erreurs très dispersées, c'est encore hors de portée, et bien sûr parfois il comprend juste pas le problème, hein, tout simplement, il a évidemment ses limites. Et ce qui est un peu surprenant quand même, et ce qui est plutôt une bonne surprise quand même, c'est que Critique GPT, il a été entraîné spécifiquement pour repérer des erreurs dans le code, mais apparemment ça marche aussi pour le reste. C'est-à-dire qu'il a réussi à pointer beaucoup d'erreurs qui étaient passées à l'as dans d'autres domaines. Donc ils ont testé ça sur des datasets de ChatGPT qui avaient été réputés comme étant sans erreur, quoi, hein, sans problème, et lui, il en a quand même trouvé des nouvelles qui ont effectivement été attestées. Donc si l'on en croit OpenAI plus Critique GPT aurait une fiabilité qui est pas loin de celle d'un humain, avec toutes les limitations qu'on a citées, évidemment, hein. D'ailleurs, en règle générale, il faut toujours se méfier avec cette histoire de, voilà, ah, vous regardez, on a raté le niveau humain. Bon, ça m'énerve toujours un peu parce que, en ce moment, il y a beaucoup de comparaisons à l'emporte-pièce et beaucoup de raccourcis qui sont faits. D'ailleurs, des comparaisons avec des humains, tu sais, voilà, on a atteint le niveau humain. D'ailleurs, on va le faire même limite dans la news qui suit, mais bon, pour une autre raison. Mais on va revenir un petit peu dessus parce qu'il y a quand même pas mal de bullshit en ce moment, et souvent c'est en provenance directe des grosses boîtes finalement, hein. Oui, enfin, beaucoup d'exagérations, si tu veux, qui passent comme ça de manière très, très rapide. Mais bon, effectivement, on va parler de cette news. Ouais, parlons effectivement de cette news qui n'est pas sans rappeler un peu quand même indirectement, même si les travaux, avec des guillemets, hein, de Raphaël Enthoven en matière de comparaison de compétences de ChatGPT avec Sauf des que là, c'est bien fait, philosophes. quoi. Ça. Oui, c'est une vraie étude. Ok, allons-y, Guillaume. Oui, c'est des chercheurs anglais qui ont eu l'idée de créer une sorte de test de Turing des examens des partiels d'université. Alors, parmi les copies de psychologie, alors, il y a eu évidemment parmi des copies de psychologie tout à fait normales, donc voilà, sur un véritable ce test à l'aveugle, hein, évidemment, comme ça qu'il faut faire. Donc, ils ont pris un partiel de psychologie, et puis ils ont introduit 33 faux étudiants, et ça à l'insu des correcteurs. C'est-à-dire que les correcteurs ne savaient pas qu'il y avait de faux étudiants. Et donc, l'identité secrète derrière ces 33 étudiants, c'est ChatGPT, bien entendu. ChatGPT, le super-héros du baratin. Super-héros pas démasqué, hein, donc, puisque dans 94% des cas, les copies n'ont pas été détectées. Donc en gros, il y en a 2 qui sont fait gauler, mais quand même, il y en a 31 qui sont passés et qui ont eu en moyenne des notes plus élevées
que leur sac à viande de camarades. C'est quand même très fort. Enfin, ça dépend des années. Puisqu'ils ont soumis des copies sur 3 niveaux, les premières et deuxième années sont plutôt bien maîtrisées par GPT, mais pas la dernière année. Donc c'est quand même pas si mal, hein. GPT 4.5 ou 5 pourra sans doute passer sa licence, comme quoi. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le texte synthétique devient concrètement très très difficile à discerner du texte écrit par des humains. Et que ChatGPT se débrouille quand même vachement bien pour répondre à des questions de psycho. Ça veut dire évidemment plein de choses sur l'éducation et la psycho en général, hein, et c'est vrai que voilà, forcément l'existence même des générateurs de texte va profondément changer les choses. Un truc que ça veut pas dire par contre, c'est que ChatGPT a le niveau d'un étudiant de premier cycle, parce que c'est ce que je voulais dire, on entend de plus en plus, et c'est vrai que ça me gonfle, dire bon ben voilà, GPT-4 il a le niveau lycée, tu vois, ou le niveau première année de l'université. Et c'est Mira Murati, hein, je veux dire, ça vient pas de n'importe qui, ça vient de Mira Murati, qui est la CTO d'OpenAI, qui a dit textuellement ça. Elle a dit textuellement, avec des systèmes comme GPT-3, nous sommes peut-être, disons, au niveau de l'intelligence d'un enfant en bas âge. Des systèmes comme le GPT-4 sont plus proches de l'intelligence d'un lycéen, et dans les années à venir, nous envisageons une intelligence de niveau doctoral sur des tâches spécifiques. Bon, elle dit bien sur des tâches spécifiques, mais clairement, le raccourci est fait, quoi. GPT-4 a l'intelligence d'un lycéen, GPT-3 a l'enfant en bas âge, c'est faux, c'est stupide. C'est complètement débile, d'ailleurs, puisque même un enfant en bas âge ne maîtrise pas très bien le langage, alors que c'est précisément la seule chose que sait faire GPT-3. Donc ça n'a aucun sens de dire ça. Tu vois, on dit très facilement que la MA3 ou GPT-4 aurait le niveau universitaire dans certains trucs, ou de lycée dans certains trucs, ou d'un doctorant, ça dépend des fois, mais c'est débile. Et d'ailleurs, c'est très insultant pour les lycéens et les étudiants, je trouve. Hein. Les LLM, sont-ils les intelligences généralistes qu'on puisse comparer à des humains? Évidemment que non, ils sont encore très cons. Incapables de raisonner, de résoudre des problèmes simples, commencer par leur challenge dont on a parlé dans le supplément de la dernière fois. Pourquoi on lit ce genre de conneries un peu partout et pourquoi ça revient dans la bouche en cœur de plein de grosses stars de la tech? C'est parce que les LLM savent répondre pas trop mal à des questionnaires, souvent des questionnaires à choix multiples, qui sont des tests classiques pour évaluer leur niveau. Et souvent, c'est des tests qui sont alignés sur des niveaux scolaires, et c'est ce niveau scolaire des questions qu'on retient. Et vous vous rendez compte du raccourci qu'il y a, et de la connerie qu'il y a, hein, à dire que parce que GPT-4 arrive à répondre aux questions du GSM 8K, GSM 8K, il est aussi intelligent qu'un enfant de 10 ans. Enfin, c'est complètement débile, même si c'est des questions de mathématiques élémentaires. Yann Lequin considère que les IA qu'on a là actuellement ne sont pas encore aussi intelligentes qu'un chat domestique. Vous imaginez? Alors qu'un chat domestique, il est même pas capable de survivre tout seul sans son whiskas et ses croquettes servies à C'est vrai, ça, je confirme. Et en plus, quand tu l'empêches de sortir, il peut faire pipi chez toi. Je l'ai vécu ce week-end. Ben voilà. Donc non, les IA n'ont pas le niveau d'un lycéen, c'est débile, et on entend très facilement par abus de langage, autant que par commodité, ce genre de truc, parce que c'est facile à comprendre, et puis ça fait un bon pitch. GPT-3, école primaire, GPT-4 secondaire, GPT-5, université, youpi. Mais bon, voilà, parce qu'il faut continuer d'envoyer le pognon aussi, hein, il faut continuer à scaler, et voilà. Et du coup, il y a pas mal de trucs, bon, et même, je sais pas si vous avez entendu passer le rapport de Leopold Aschenbrenner. Ah non, j'ai pas vu du tout. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? C'est un ex-employé d'OpenAI qui est le roi de l'extrapolation facile. C'est-à-dire, on a été exponentiel, on va continuer à être exponentiel. Enfin, en tout cas, moi, je vois une exponentielle, et puis on va continuer à être exponentiel. Okay. Et puis l'AGI, c'est qu'une question d'échelle. Hein, donc, il adore les orders of magnitude, c'est les ordres de grandeur. Ouais. Encore 2 ou 3 ordres de grandeur, et puis c'est bon, on a l'AGI, puis après on a la SI, et puis voilà, roule ma poule. Okay. Ça date de début juin. J'avais pas parlé de Léopold parce qu'en fait, il a rien pour étayer ce qu'il dit. En fait, hein, c'est un sentiment de sa part, ou un espoir, je sais pas, mais en réalité, je pense qu'il est juste le melon. Parce que pour le moment, je finirai là-dessus, mon 6000 coups de gueule, désolé. Absolument rien ne nous assure qu'augmenter les ordres de grandeur des modèles en taille et en données ne nous amène à quelque chose qui soit qualitativement différent de ce qu'on a. Et on le voit un peu avec Claude 3.5, par exemple. Claude 3.5 sonné, il est meilleur que Claude 3 sonné. Mais il aurait demandé 4 fois plus de calcul. Et il n'est pas du tout 4 fois meilleur. C'est difficile d'avoir une courbe exponentielle avec ces constats-là. Je veux dire, il gagne quelques pourcents sur les tests, c'est vrai, il est meilleur, à l'usage, c'est vrai, c'est mieux, les gens sont contents, c'est cool. C'est une amélioration incrémentale, et c'est bien. On peut se demander, par contre, si on n'est pas rentré dans une phase de rendement décroissant. Donc on va continuer à faire de meilleurs modèles, ça j'en suis convaincu, au prix de beaucoup plus de calculs, ça va continuer de s'améliorer. Est-ce que ça va aboutir juste par force brute à un truc qualitativement différent? C'est pas du tout gagné. Et les CEO commencent à le sentir. Il y a Dario Amodei qui est donc qui a donné, alors c'est le PDG d'Anthropic, qui a donné une interview, et dans cette interview, il dit un petit peu tout et son contraire à 10 minutes d'intervalle. Il dit ça va être super, ça va nous amener à des super IA qui vont guérir le cancer.
Puis un petit peu plus loin, il dit, bon, moi je dis ça, mais enfin je suis pas biologiste, hein, on verra, vous allez voir, ça va être incroyable. Mais enfin si ça se passe comme prévu, donc peut-être, tu vois. Bon, Mmh. il y a quand même, pas mal de hype, hein. Donc l'intelligence artificielle en ce moment, c'est formidable, il y a des trucs absolument incroyables. Après, voilà, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Ouais, il faut, raison garder. Ça me rappelle les échanges qu'on a eus avec Luc Julia. Si vous voulez écouter l'épisode, vous pouvez remonter, de quelques épisodes dans le flux du podcast. Vous allez sur techcafé.fr, vous tapez Luc Julia et vous allez voir que ça fait écho à certaines discussions qu'on a pu avoir avec lui. Guillaume, on continue avec, la semaine de l'intelligence artificielle, mais alors, c'est quand même dingue, encore un nom différent d'une solution basée sur l'intelligence artificielle de la part de Google. Alors, mention honorable, il y a une proximité sémantique avec, Gemini. Guillaume, c'est Gemma. Oui, bah après, c'est les news Google de la semaine qui sont aussi beaucoup orientées là-dessus, puisque on peut commencer par Google Translate qui s'enrichit de 110 langues. Donc la traduction s'effectuera désormais avec un nouveau modèle. Donc voilà, il y a toujours un petit peu de ça derrière, hein. C'est Palm 2 qui va supporter des langues parlées collectivement quand même, donc par 614 millions de personnes. Donc il y a 614 millions de personnes de plus qui pourront utiliser Google Translate. Et donc on a des langues relativement, assez connues comme le cantonais, qui quand même Rien à effectivement voir assez avec parlé. ouais, pardon. J'allais Le dire rien à voir Punjab, avec le riz, mais en fait, je suis en train de me dire que en fait, si ça se trouve, c'est exactement la même chose. je pense que voilà. Et donc le Punjabi, Quelle honte! Quelle inculture! Je me fais mal, putain. il y a non, donc il y aura aussi des langues créoles, des langues africaines, il y aura le Nko, le Afar. Là, pour le coup, c'est des langues un peu plus confidentielles aussi, comme la langue celte qui s'appelle le Manx, et qui est celle parlée sur l'île de Man. Donc il y a vraiment qu'on commence quand même à être dans des trucs assez Pas spécifiques. loin d'être breton, ça, OK. C'est ça, les outils de Google vont s'enrichir donc avec Gemini, donc effectivement, dans le sens où, par exemple, sur Gmail, vous allez avoir bientôt, enfin en tout cas aux États-Unis, c'est toujours pareil, tu sais, donc un volet latéral dans lequel tu pourras utiliser Gemini pour composer le courrier, extraire des données de Mmh. Google Drive, résumer des fils de discussion, etc. Et donc Gemini, lui, passe en version 1.5, donc le très long contexte de 2 millions de tokens comme ça est désormais disponible. Alors c'était une des grosses démos de la Google I.O., donc Gemini 1.5, pardon, pouvait avaler, en version pro, pouvait avaler des milliers de pages de texte, littéralement. C'est-à-dire qu'il pouvait lire largement l'intégrale d'Harry Potter. Puis après, il pouvait discuter dessus, sur l'intégralité du bouquin. Et comme on est du coup susceptible d'envoyer des masses énormes de tokens, comme ça, Gemini, bon, évidemment, il faut le payer, hein, c'est parce que voilà, vous pouvez utiliser ça via l'API, donc va falloir payer ça. Il y aura une fonction de cache, c'est-à-dire que via l'API, vous pouvez conserver toute une partie du corpus que vous envoyez en cache pendant un certain temps, sans avoir besoin de tout renvoyer, de tout redigérer. Donc Gemini 1.5 s'améliore, et donc tout ça, ça devient accessible au public. Il y aura aussi une fonction d'exécution de code pour Gemini 1.5 qui va pouvoir générer et exécuter à la volée du code Python. Il y a Google qui s'est lancé aussi un petit peu plus tard que Meta et Microsoft dans la course au modèle open source, qui essaye quand même de revenir vraiment dans le peloton, et avec effectivement Gemma. Alors Gemma 2 en particulier. Donc il faut savoir que Meta utilise et offre ses modèles Llama 3. Microsoft, donc pareil, hein, il offre et utilise ses modèles Phi. Donc Microsoft utilise Phi Silica, et puis il y a les Phi 3 qui sont donc en accès libre. Et il y a même Apple qui s'y met, puisqu'il a mis en open source son OpenELM avec plein d'autres modèles. Et Google suit aussi avec la série des Gemma. Alors Gemma, c'est des versions open source des Gemini, hein, tout simplement. Ils ont le beau goût d'être très accessibles dans le sens où ils sont relativement petits en général. Donc là, les Gemma 2, donc qui viennent de sortir, existent en 3 tailles, 2,6, 9 et 27 milliards de paramètres. Et une fois compressés, ils sont donc accessibles par le grand public avec des machines qui peuvent être extrêmement modestes pour le plus petit. Ça tourne vraiment sur n'importe quoi. Le moyen tourne sur un PC, pratiquement tous les PC en fait. Et le plus gros tourne sur une machine un peu plus puissante, un PC de gamer, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc le premier Gemma, il n'a pas été très marquant. Ce Gemma 2 a l'air nettement meilleur. Donc ils ont été entraînés aussi sur de très gros corpus, hein. 13 000 milliards de mots pour le plus gros. C'est presque autant que les Llama 3. Donc on est un petit peu, voilà, clairement il y a une course entre Meta et Google là-dessus aussi. C'est un petit peu moins pour les deux autres, ça reste vraiment costaud. Et bon, d'après les chiffres donnés par Google, le 27B serait même un petit peu au-dessus du Llama 3, en fait, ce serait un très bon rapport performance sur taille par rapport au Llama 3, le plus gros, le 70B. Et donc ça, c'est très bien parce que voilà, on a des modèles qui sont plus petits, qui demandent beaucoup moins de calcul, mais qui sont presque aussi puissants, quoi. Donc c'est assez intéressant. Sur le chatbot Arena, il fait jeu égal avec des modèles qui sont effectivement bien plus gros. Il faudra tester à l'usage, quoi.
la famille Gemma s'agrandit. Alors, il y a aussi d'autres Gemma que le Gemma 2, on ne pas forcément tous les citer, mais il y a par exemple Code Gemma, qui est spécialisé dans le code, il y a Pali Gemma, qui est un modèle de vision, etc. Et voilà, donc il y a plein. La famille s'agrandit, c'est toujours attendrissant quand même un nouveau venu dans la famille. Oui, effectivement, un petit fer-part de naissance. Au passage, il y a des infos toutes fraîches qui sont tombées au sujet de Gemini dans iOS 18 et a priori, alors c'est des rumeurs, hein, c'est Mark Gurman qui indiquerait que dès cet automne, Apple pourrait faire des annonces pour une intégration de Gemini à côté de ChatGPT. C'est intéressant de voir que ça pourrait arriver assez vite. Bon, pas en Europe, hein, rassurez-vous, c'est pas pour tout de suite. Guillaume, peut-être un rachat aussi bientôt par Google? Voilà, ça je sais pas, mais c'est une dernière petite news pour relayer les pourparlers entre YouTube et les producteurs de musique pour aboutir à un accord sur la génération de musique. Donc Google aurait mis un gros paquet de blé sur la table de Sony, Universal et Warner pour avoir le droit de créer, de mettre à disposition un outil qu'on suppose être de même nature que Udio ou Suno. Donc Udio et Suno, que ces mêmes majors sont en train d'attaquer en tribunal, donc on le rappelle. YouTube essaie de rentrer dans ce marché parce que voilà, c'est forcément ça va plaire, c'est des trucs qui pourraient susciter de l'engagement, d'avoir un générateur de musique intégré bien entendu. Donc ils ont déjà fait des expérimentations d'ailleurs très limitées avec quelques artistes, les quelques qu'ils avaient réussi à convaincre, une dizaine, et qui avaient abouti à la création d'un outil de remix qui s'appelait le Dream Track à l'époque. Mais il doit pas y avoir beaucoup d'artistes que cette perspective met en joie de toute façon. Mais bon, on commence à quand même peut-être avoir, du coup, avec ces pourparlers, les prémices de ce que j'évoquais la semaine dernière et qui me plaisait pas trop. C'est-à-dire que si Udio et Suno se font massacrer, le marché de la génération de musique va être verrouillé par les très gros acteurs. Les producteurs eux-mêmes, parce que c'est les seuls qui ont les droits et qui ont donc le matos pour pouvoir faire ces générateurs, ou les très 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 grosses boîtes qui peuvent aligner les milliards aux producteurs, comme c'est le cas pour YouTube. Et donc, voilà, malheureusement, je suis toujours aussi partagé. Je comprends, Guillaume, je comprends. On met de côté toutes ces news, mais on va continuer à parler. Et c'est compliqué très compliqué de critiquer ce truc-là, parce que d'un côté, je comprends les artistes aussi, de leurs inquiétudes et les problèmes de copyright, tout ça, tu vois. Mais c'est compliqué de voir les modèles économiques qu'on pourrait arriver à fabriquer qui soient justes pour tout le monde, tu vois. C'est difficile de critiquer le truc. C'est vraiment parce qu'en ce moment, et c'est pour ça que j'avais écrit ça, on a l'impression que l'art est aisé, mais la critique est difficile. Tu vois, parce qu'en fait, ce qui est déjà fait, c'est que voilà, les modèles, ils génèrent des super images, ils génèrent des musiques sympas et tout, donc on va dire l'art est déjà fait, tu vois, en tout cas, les algos sont déjà là, quoi, quelque part. Et maintenant, il y a la critique, quoi. C'est-à-dire, ok, c'est super, mais comment on fait pour que ce genre de truc soit juste pour tout le monde et comment on arrive à avancer avec, quoi, tu vois, comment on critique cet art qui est déjà fait, quoi, c'est ça là. Encore plus que les innovations dans le numérique qu'on a connues ces nombreuses dernières années. Évidemment, on a en tête Internet, on a des éléments qui tournent autour des réseaux sociaux, etc. Mais je pense que l'intelligence artificielle, effectivement, plus que jamais, est représentative de à quel point ça bouleverse des rapports de force, des équilibres d'usage, des choses qu'on peut trouver justes ou injustes dans notre société et dans des fonctionnements qui semblaient plutôt établis. Bon, d'un certain aspect, il faut voir ça sous un angle positif. C'est beau de voir que l'innovation continue et qu'elle nous amène à nous poser d'éternelles questions pour challenger nos certitudes et nos acquis de société, tu vois, quelque part. C'est une belle façon de conclure, en fait. Je vous laisse réagir évidemment en retour dans les commentaires sur techcafé.fr et sur Discord. En attendant, on va aller se pencher un petit peu du côté des mises en application de l'intelligence artificielle. Et c'est prometteur, hein. En tout cas, toi, j'ai l'impression que tu es enthousiaste parce que cette rubrique, Guillaume, tu l'as intitulée ni plus ni moins que Miracle. Alors, au-delà d'être le prénom d'un copain de mon fils à l'école, j'aime beaucoup, il a un copain qui s'appelle Miracle, je trouve ça à la fois très poétique et bon, voilà. Mais en tout cas, donne-nous quelques exemples des miracles apportés par l'intelligence artificielle, Guillaume. Oui, il s'appelle Miracle. Je m'en remets pas. Il a aussi une copine, tiens, je crois qu'elle est plus dans sa classe, mais elle s'appelle Excel aussi. Voilà, vraiment comme le tableur, quoi. Excel. Bon, je pourrais vous en faire plein. Ah, c'est beau. Bref. Donc, comment tu rebondis là-dessus, toi? Alors, donc... Bonne question. Les miracles, Guillaume. Miracle, oui. Quand tu dis miracle, il y a quand même une connotation religieuse à tout ça. Mais complètement. Alors, il y a des gens qui sont revenus entre les morts, là, donc, mais on va commencer par un truc un petit peu plus doux. Ouais. On va juste... qu'est-ce que vous diriez, vous, si chaque soir, si vous aviez
un résumé personnalisé de toutes les épreuves des jeux qui vous intéressent. Voilà, commenté Ah, par des Thierry jeux. Roland. Jeux Voilà. vidéo? Ah mince, Non, des Jeux sport. Olympiques. Ok, Ouais, mince, des Jeux mince. Olympiques, commenté par Thierry Roland, voilà, qui vous appelle par votre prénom, tout ça. C'est pas le rêve, ça, hein. Bah, c'est Ouais, ouais. exactement ce que vont voir les Américains, la chance qu'ils ont. Alors, c'est Waouh. pas Thierry Roland, c'est Al Michaels, qui est toujours vivant, lui, au passage, mais il me fallait un vieux commentateur sportif plus en activité, et mes connaissances en la matière sont ténues, alors bon, voilà, j'ai pris Thierry. Mais Al Michaels, c'est un peu pareil, c'est un très très célèbre commentateur sportif qui est octogénaire et à la retraite aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que sa voix sera synthétisée et même probablement le texte aussi, hein, qui va dire, voilà, il va donner les résultats sportifs, mais il va le dire, il va le narrer de manière élégante, n'est-ce pas? Et ça sera probablement synthétisé aussi intégralement. Il va faire ça pour des épreuves, voilà, pour toutes les épreuves des Jeux Olympiques qui vous intéressent, tout simplement. Il va les narrer avec sa voix de velours en fait, bon, Al est même lui-même impressionné du résultat. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il était pas chaud au début. Bon, il vieille école quand même, hein. Mais quand il a écouté les démos, il a dit banco. Parce que pourquoi rechercher la jeunesse et la nouveauté quand on peut se vautrer dans la nostalgie d'un passé forcément plus beau que ce cruel présent, hein? Je vous le demande. Est-ce que ça peut marcher avec un président de la République américain? C'est pas la peine de toute façon. Pardon. Ah là là, on va pas repartir là-dessus parce que c'est encore un autre truc navrant. Mais bon, avec 5000 heures donc d'échantillons, les ingénieurs de chez NBC Universal ont de quoi faire pour recréer quand même un Al Michaels qui soit plus vrai que nature Eh oui. et qui va donc ouvrir une sorte de 40 épreuves quotidiennes, hein. La chaîne précise quand même que les générations seront vérifiées avant de vous être distribuées. Donc c'est dommage parce que il y avait un maigre espoir que Al Michaels donc raconte des insanités. Et ça aurait pu te donner une petite gloire éphémère sur TikTok si tu t'avais posté Al Michaels qui raconte des trucs sales, mais bon, non, malheureusement, ça n'arrivera pas. D'autres miracles, Guillaume? Autre vieux monsieur de retour d'entre les morts, donc Charles Lazarus, ça s'invente pas, hein, le fondateur de Toys R Us, tout simplement, qui revient en version enfant synthétique dans une des premières vraies pubs générées par Sora. La marque, aussi peu en forme que son fondateur, hein, qui est mort en 2018, a fait un partenariat avec Native Foreign qui a utilisé le générateur d'OpenAI pour faire, selon eux, 80-85% du boulot. Donc il va rester un petit peu de montage, un petit peu de post-production, tout ça. Le logo, ce genre de trucs, voilà, il y a plein de trucs qui ont pu être rajoutés, mais grosso modo, pratiquement tout ce qu'on voit est génératif. Alors, la pub est pas dingue en tant que telle, hein. Je veux dire, on y voit un gamin des années 30 faire une sorte de rêve chelou avec une girafe. Il y a clairement des trucs générés, hein, ça se voit, les arrière-plans, les décors d'une manière générale. Ça semble assez synthétique, mais le gamin est quand même pas mal, hein. Au début, je me suis demandé s'il n'avait pas pris un vrai et qu'ils avaient incrusté. Mais apparemment, non, ça a l'air d'être un vrai gamin synthétique. Okay. Un vrai gamin synthétique. La girafe ressemble aussi à une girafe en 3D, mais donc je me suis demandé aussi si elle n'avait pas été incrustée. Mais bon, d'après ce qu'on peut lire sur CNN, tout serait génératif, soigneusement choisi et un peu édité. Donc c'est pas dingue, mais ça passe en fait. Et rien que ça, ça veut dire que ça y est, quoi. La pub synthétique, synthétique en totalité ou en majorité synthétique, on va dire, ça arrive, ça y est, c'est même la réalité. Écoute, ça avance à vitesse grand V, c'est bien. Et puis, tu vas bientôt, Guillaume, atteindre la transcendance, hein, n'est-ce pas? Ouais, sur Instagram, il y avait les IA Snoop Dogg. Bon, alors il y avait aussi d'autres, hein. Alors, désormais, il y aura peut-être une IA Guillaume Vendée. Voilà. Ah, waouh. Eh bien, oui. Parce qu'aux États-Unis, au moins, Instagram va lancer son AI Studio pour le grand public, hein. Il va permettre de créer des chatbots de vous-même. Bien sûr, ça sera transparent, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que le chatbot trompe qui que ce soit. Il y aura un gros IA devant le profil, hein. Voilà, vous êtes au courant. Il y aura ça et un avertissement du style « ce truc peut occasionnellement raconter n'importe quoi et insulter ta maman ». Bon, voilà, c'est évidemment. Mais donc, c'est une bêta, et c'est pour le fun, mais des gens pourront donc vous parler à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, de n'importe quoi. Alors, si pour le moment, ces trucs peuvent pas encore interagir entre eux, c'est quand même troublant de voir que cette news, elle rappelle quand même un petit peu les Butterflies dont on parlait la semaine dernière. Avec Butterfly, donc ce réseau où l'essentiel des inscrits sont des bots. C'est même le concept du truc. Est-ce que ça va être un carton ? Je sais pas. C'est pas sûr du tout, finalement. À quel point parce qu'il y a déjà des avatars de célébrités, donc j'ai parlé de Snoop Dogg, mais il y a aussi Paris Hilton, par exemple, qui ont des doubles comme ça, des doubles IA. Est-ce qu'ils suscitent déjà ces trucs-là un engagement significatif ? Est-ce qu'on en parle énormément ? Non, on n'en parle jamais. Je sais pas. J'ai pas d'infos précises, honnêtement. J'ai un petit doute sur le fait que cette fonction avatar IA soit vraiment un avantage compétitif très important vis-à-vis de la concurrence, quoi. Bon, on verra. À suivre, du coup, ça c'était pour les miracles de l'intelligence artificielle, et puis du nouveau aussi du côté de Stability, Guillaume.
Et oui, miracle, Stability a un nouveau CEO et une nouvelle perfusion de cash. Donc l'entreprise est sauvée. Sauvée des eaux. Le CEO en question, c'est Prem Akkaraju. C'est l'ex-CEO de Weta Digital. Donc Weta Digital, petite boîte d'effets spéciaux connue pour quelques films d'auteur comme Avatar ou Le Seigneur des Anneaux. Concernant le cash, c'est un groupe d'investisseurs qui est mené par Sean Parker, par contre, qui va donner un petit peu d'oxygène à Stability, qui croule sous les dettes. Ils ont 100 millions de factures impayées à divers prestataires cloud. Sean Parker, lui, il est pas du tout, c'est pas du tout un inconnu. C'est le cofondateur de Napster, souvenez-vous. Et c'est pas du tout, alors c'est pas du tout ça qui a fait sa fortune, certainement pas. Par contre, Sean Parker, il a été très impliqué chez Facebook, donc il a été président, il a 7% de la boîte. Et donc il est milliardaire, très probablement. Donc il va aussi devenir le président du conseil d'administration de Stability, puis on a hâte de voir dans quelle direction justement ils vont aller, quoi. Parce qu'évidemment, Stability et Runway ont été des pionniers de l'IA open source, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour le moment, bon, la situation de Stable Diffusion 3 s'est pas du tout améliorée. Après confirmation par une équipe de juristes, CVTI le considère toujours comme radioactif et voilà, c'est persona non grata, quoi, il n'existe pas. Et de fait, l'usage de SD3 piétine. Et bon, c'est une cata, ça reste une cata, mais ça a poussé la communauté à réfléchir et à s'organiser. Et il y a eu des événements assez importants quand même. Donc on peut par exemple citer la fondation de l'organisation, la création de la fondation ComfyUI. Alors ComfyUI, c'est pas un truc qui est directement lié à Stable Diffusion en soi, c'est une interface web open source qui est très prisée par les utilisateurs, en particulier les utilisateurs un peu avancés, et c'est surtout devenu une plateforme ouverte pour l'intégration de tout un tas d'outils, et d'outils orientés IA, Stable Diffusion, mais pas seulement, il y a plein de modèles qui sont utilisables sur ComfyUI et qui sont interfaçables les uns avec les autres. Et donc ComfyUI, il gagne en usage vraiment pas mal, et il devient finalement si important que c'est devenu vraiment une fondation. Donc fondation à la Blender quelque part. Donc ComfyUI, peut-être le Blender de l'IA peut-être, pour peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, parce que bon, il est quand même très très jeune et tout, bon, c'est peut-être un peu l'idée, on va dire. La fondation fait pas d'argent pour le moment, mais pourra recevoir des dons et faire du consulting, quoi. Enfin, tu vas offrir de l'expertise, justement monnayer de l'expertise à proposer des services professionnels, comme le fait un Red Hat, quoi, quelque part. Donc plus flou, mais aussi important, il existe désormais un subreddit Open Diffusion, où se discute la faisabilité de créer un générateur d'images 100% communautaire. Donc ils ont lancé l'Open Model Initiative, qui a déjà 3 gros membres. Oui, ça va, la fondation ComfyUI, CVTI et Invoke. Donc c'est Invoke, c'est une autre grosse interface pour Stable Diffusion, un petit peu comme Comfy. Pas du tout avec la même philosophie, mais voilà, un petit peu la même chose. Et il y a aussi l'organisation Lion, qui en fait partie. Lion, qui est l'organisation derrière le dataset de Stable Diffusion à l'origine, mais qui est une ONG. Donc on va voir comment ça évolue dans les mois qui viennent. On pourra voir une alternative et éventuellement à Stable Diffusion carrément. Sachant qu'il y a aussi pas mal de discussions sur d'autres modèles comme PixArt Sigma et d'autres alternatives. Et pour conclure, c'était passé un peu sous les radars, mais c'est revenu, il y a eu un petit actu avec la version 1.2. Figurez-vous qu'il existe un Open Sora, qui n'a rien à voir avec le vrai Sora d'OpenAI, bien entendu. C'est une équipe en fait de HPC et high-tech qui entraîne un modèle de génération vidéo open source, dont la dernière version fait pas mal de progrès. On est très très loin de Sora, attention, pas de panique. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il suit le même schéma technique. Puisque de Sora, on connaît l'architecture générale, en fait, et puis c'est ce schéma-là qui a été suivi pour faire Open Sora, et il est entraîné donc sur des datasets publics, etc. C'est un modèle qui n'est pas très très gros, il fait qu'1,1 milliard de paramètres. Par contre, on fait de la génération vidéo, donc ça veut dire qu'en fait, on a un énorme contexte. Parce que du coup, évidemment, c'est un transformer, donc en fait, tout est token. Mais vous avez donc plein de tokens par image, et puis vous avez plein d'images, ce qui fait que vous avez énormément de tokens, vous avez un gros contexte, et ça fait exploser la consommation de mémoire. Donc pour faire des vidéos qui sont relativement longues, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de VRAM. Donc pour le moment, c'est virtuellement pas possible de tester ça sur du matos grand public, quoi. Parce que pour 2 secondes de vidéo, on est déjà sur 27 gigaoctets, donc voilà. Ah oui, quand même. Okay. Oui, non, moi je peux pas. C'est bon. Donc, mais voilà, mais ça évolue vite et ça pourra éventuellement, probablement, ça va se démocratiser petit à petit. Dans très longtemps, à l'échelle de l'intelligence artificielle, d'ici septembre peut-être, ça va s'utiliser. On continue avec NVIDIA, Guillaume, qui semble absolument intouchable par les temps qui courent. On l'avait dit la semaine dernière, NVIDIA, c'est la boîte la plus riche du monde. Eh bien non, c'est plus le cas. Voilà. Elle était effectivement, au moment où on en parlait, la plus grosse capitalisation boursière avec plus de 3 000 milliards de dollars.
devant même Microsoft, mais ça n'a pas duré longtemps, finalement c'est fini, et puis elle est repassée en 3e position. Donc c'est un véritable ascenseur émotionnel boursier qui est Ah arrivé là la là, semaine dernière avec une c'est action fou ça. au plus haut, à plus de 135 $, suivie par une chute vertigineuse sous les 120 $, puis on est remonté à 126, où on est resté fragile, comme ça, pendant 2 jours avant de revenir à 122 au moment où je note ce chiffre. Ça a peut-être changé depuis, bien entendu. Donc c'est un véritable feuilleton pour trader, une sorte de telenovela pour boursicoteurs, et rien de bien significatif finalement à dire de plus en réalité, parce que en fait Nvidia pèse toujours 3000 milliards, c'est donc, bon bah voilà, le rang qu'elle a finalement parmi les 7 magnifiques n'est qu'anecdotique. Oui, les 7 magnifiques. Vous connaissiez pas les 7 magnifiques? Non, je ne connaissais pas. Bah, écoute, moi non plus, en fait, je l'ai appris à cette occasion. Les 7 magnifiques, c'est tous nos amis, hein, c'est Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Ah, Nvidia et Tesla. En fait, c'est d'accord. simplement Ok. comme ça que les boursiers, enfin voilà, que les financiers, Ça j'ai marche l'impression. mieux que GAFA ou GAFAM par les temps qui courent. Ah, les 7 magnifiques, en plus, ça correspond à un truc relativement précis, parce que c'est les titres qui rapportent le plus de pognon, tout simplement. Ah oui, d'accord, on est vraiment dans le pognon. Ok, très Et bien. oui, Ok. croissance Ouais. exceptionnelle ces dernières années, 12 000 milliards de capitalisation boursière collectivement, et presque un tiers de tout le tout le S&P 500, le Standard & Poor's 500, Ah, hein, et c'est même l'essentiel de la croissance de cet indice, le S&P 500 qui remplace le vénérable Dow Jones. Et parmi ces 7 magnifiques, il y en a même carrément qui sont fantastiques, c'est les 4 fantastiques. Il y a Nvidia, Microsoft, Amazon et Meta. Alors, en fait, les 3 autres ont eu une petite baisse de forme, c'est même carrément clair pour Tesla, hein. Mais c'est pas le cas de Nvidia, Microsoft, Amazon et Meta, en particulier Nvidia, qui continue qui continue de surperformer, n'est-ce pas, comme on dit. Et donc, eux, c'est carrément les 4 fantastiques parmi les 7 magnifiques. Mais bon, bref, est-ce que la baisse de notre magnifique, voire fantastique, d'ailleurs, Nvidia veut dire qu'on est sur le point de voir la bulle IA éclater? Non, ça ressemble beaucoup plus à une prise de bénéfice. L'action, elle était super haute, il y a pas mal de gens qui ont vendu pour capitaliser un peu. Et c'est même ce qu'a fait le PDG Jensen Huang lui-même. Il a vendu pour presque 95 millions de dollars d'actions, hein, je crois qu'on ce avait qui relevé. correspond à que dalle. Une bricole. Il faut voir que Jensen, il possède encore dans les 850 millions de parts, ce qui fait qu'il pèse à peu près dans les 110 milliards de dollars en actions, hein, s'il arrive. Mais bon, il n'est pas le seul à avoir vendu au plus haut, hein. L'action a donc dégringolé un petit peu, puis elle est remontée juste après. Donc elle conserve un niveau très élevé, et probablement toujours trop élevé. Parce que même si Nvidia est une machine à imprimer du cash, bah, elle est encore beaucoup trop élevée, enfin l'action est beaucoup trop élevée par rapport au profit effectif qu'elle est en train de faire. C'est disproportionné par rapport à ses bénéfices, tout simplement. Nvidia est dans une situation qui est sans doute éphémère, hein, et il le sait très bien. Même si la boîte reste très très profitable, l'action finira par avoir une correction, quoi. Parce que les investissements en IA vont nettement ralentir, hein, probablement. C'est probablement à moyenne échéance, vu les retours qui sont pas formidables pour le moment, à mon avis. Bon, ben voilà, les robinets vont, si ce n'est se fermer, en tout cas, bon, voilà, baisser le débit, quoi. Et puis, il va peut-être aussi y avoir plus de concurrence, hein, tout simplement, hein, parce que les gens vont vouloir des parts du gâteau, hein, c'est forcément. Et en quelque sorte, il y a déjà des concurrents, d'ailleurs, hein, hormis AMD et Intel, bien entendu, qui sont sur le truc depuis un petit moment. Il y a de plus en plus de concurrents, parfois même assez exotiques, et qui sont finalement assez rigolos aussi. Et même d'ailleurs, ça nous amène à des situations qui sont un petit peu étranges, quelque part, et qui sont par exemple où on fait quasiment des systèmes qui sont ultra spécialisés et qui savent faire qu'un seul truc. Alors, on a des trucs qui sont relativement généralistes, hein, comme Cerebras, hein, qui font des puces super géantes, voilà, c'est exotique en soi. Mais je voulais revenir un petit peu sur Grok et donc le nouveau venu qui s'appelle Etched. Pourquoi? Parce qu'il marque l'arrivée de puces qui sont tellement spécialisées que si demain une autre architecture émerge, il faudra les mettre à la poubelle. Alors, Grok avait déjà choisi la voie de l'hyperspécialisation dans l'inférence, donc on ne peut pas entraîner sur une puce Grok, on ne peut rien entraîner. On peut que utiliser des modèles déjà faits, et après tu alignes autant de machines qu'il faut pour mettre le modèle que tu veux. Et moyennant ces concessions, on atteint des vitesses vraiment impressionnantes. On atteint des centaines de mots à la seconde pour des modèles assez gros déjà. Et dans cette catégorie, Etched fait carrément le pari risqué que les transformers vont rester le modèle unique pendant très longtemps, parce qu'ils font des ASIC. Enfin, ils font un ASIC qui s'appelle SOU, qui apparemment est ultra rapide, mais exclusivement fait pour faire de l'inférence sur des transformers. C'est un petit peu comme des ASIC Bitcoin. Pour faire du mining Bitcoin, c'est super efficace les ASIC Bitcoin. Pour le reste, c'est mort. Donc si demain on passe à autre chose, du Jamba ou je sais pas quoi, SOU, il est dans la sauce, hein. Donc ça devient un déchet électrique, quoi. Donc SOU serait, dans l'unique cas particulier où il sert à quelque chose, quand même 20 fois plus rapide qu'une H100,
Ah. Donc il y arrive en concentrant les ressources le plus possible, puisque la puce ne sait faire qu'un seul truc, il concentre tout là-dessus, et bon voilà, il est vraiment très très efficace. Mais du coup, on est dans une situation qui est quand même paradoxale, un peu étrange, où on crée un appareil qui est beaucoup plus efficace que ce qui se fait, ce qui est cool, parce que voilà, ça économise de l'énergie, c'est cool, mais qui est tellement hyper spécialisé qu'il est aussi très facilement obsolète. Donc c'est assez bizarre. Alors évidemment, chaque composant de toute façon a une durée de vie qui est pas super longue en général. Mmh. Et puis voilà, pour les autres non plus. Donc tout évolue très vite, y compris les algos. Donc on sait pas trop où ça va aller, mais c'est fou de voir émerger ces nouveaux trucs, quoi. Tu parlais d'NVIDIA d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer, mais l'autorité française de la concurrence serait a priori, c'est du rumeur, mais sur le point de poursuivre NVIDIA pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles. Alors ça, C'est pas c'est l'Europe? assez intéressant. Ah non, pour moi, c'était la France qui Carrément était la France? Ah ouais. là-dessus, ouais, avec un communiqué qui a été publié par l'autorité de la concurrence. Il me semble que c'est français, mais il faudra repréciser parce que tu me mets le doute. Mais a priori, sur la revue de plusieurs choses, d'ailleurs, plusieurs aspects de risque liés à cette hégémonie et notamment NVIDIA fait partie des éléments effectivement cités avec le logiciel CUDA. Donc, à suivre, peut-être qu'il va y avoir là aussi un vent de tentatives de régulation et d'encadrement aussi dans ce domaine. Ça doit être difficile d'être sur un courant porteur de la tech en pleine dynamique en ce moment, quand tu es une grosse boîte et quand tu vois les régulateurs qui ne laissent, j'ai l'impression, de moins en moins passer de dérives. Après la multiplication des pains, pour conclure cette rubrique connotée un petit peu sur le plan religieux, la démultiplication des pois. Alors non, c'est pas un lendemain de réveillon de Nouvel An où tu as mangé trop de foie gras, Guillaume. Presque. Non, mais pour conclure l'épisode, c'est vrai que je voudrais revenir un petit peu sur la consommation des IA et surtout sur leur supposée explosion de consommation électrique. C'est vrai que Oui. c'est un sujet totalement légitime. Les IA, c'est du calcul à performance, et donc oui, ça consomme beaucoup de calcul, et donc oui, beaucoup d'énergie. Et oui, la demande est en croissance, ça c'est indéniable, mais il faut quand même relativiser un petit peu. On avait déjà parlé de l'estimation d'Alex de Vries sur la consommation des IA. Il avait fait une estimation qui était toute bête, enfin je veux dire, dans le principe, c'est qu'il prenait toutes les puces que Nvidia allait vendre, de maintenant jusqu'en 2027, et il Mhm. allait faire comme si elles étaient toutes utilisées à fond, tout le temps. Alors comme Nvidia c'est 95% des puces IA dans les data centers, ça donne un ordre d'idée qui n'est pas déconnant, quoi, on va dire. Et on aboutit entre 85 et 134 TWh consommés d'ici à 2027, pour 1,5 million de serveurs. Disons 100 TWh pour fixer les idées, c'est beaucoup, c'est énorme, je vais pas dire le contraire, c'est énorme. Mais bon, si d'ici 2026, on estime aussi que l'ensemble des data centers de la planète consommeront entre 620 et 1050 TWh. Ça, Et encore plus. c'est l'IE à qui le dit. Donc en 2027, l'IA ne consommerait finalement que dans les 10% de la consommation totale des data centers. C'est beaucoup, c'est pas négligeable du tout, mais c'est pas elle qui fait exploser les compteurs. Et en fait, les data centers, hormis l'IA générative, sont de toute façon en pleine expansion, et avant ça, avec une multitude de services vidéo, de services d'algo de recommandation qui sont toujours plus gros, toujours plus efficaces, toujours plus énormes, toujours plus de commerce en ligne, toujours plus de jeux en ligne aussi. Il faut pas se faire d'illusions, les data centers, il faut qu'ils suivent derrière, et IA ou pas, de toute façon, il faut énormément de serveurs, même pour tout le reste. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de gaming, le gaming en 2018, si on prend tous les PC du monde, tous les PC de gamers du monde en 2018, ils consommaient collectivement 75 TWh. Donc je doute que ce soit moins aujourd'hui. Puis on compte pas les consoles, c'est juste les PC. 75 TWh, donc voilà, c'est pas très loin de 100 TWh. Donc oui, l'IA consomme de l'électricité, et oui, c'est vrai que c'est pas idiot de se demander si ça vaut le coup, mais on en consomme aussi énormément par ailleurs, et il faut bien en avoir conscience de ça. Et pour revenir au cas de l'IA, comme c'est quand même assez récent, en tout cas l'explosion de l'IA générative, c'est assez récent, en plus c'est difficile de savoir comment la consommation va évoluer, parce que ça va aussi dépendre des algorithmes, et les algorithmes ils changent assez vite en fait, et ils s'améliorent constamment. Et pour illustrer ça, on peut parler d'un article très récent qui pourrait changer pas mal de choses, et c'est un truc qui date du 18 juin, et qui se propose de se passer complètement de multiplication, tout simplement, de Ah, faire quand des même. multiplications. Rien que ça. Et oui, faire tourner des réseaux de neurones et les entraîner, c'est pareil, à la toute base, c'est pareil, c'est faire des calculs qui sont essentiellement des calculs très simples, mais qui sont en très gros volume. Et en particulier, c'est beaucoup de produits de matrice, ce qui revient à faire des multiplications et des additions au final, mais en faire vraiment beaucoup. Or, vous le savez bien, une multiplication, c'est plus loin à faire qu'une addition. C'est vrai pour vous comme pour un CPU, et c'est aussi plus facile de faire des calculs en binaire qu'en décimal.
Si vous avez que des 0 ou des 1 comme chiffre, bah, ça va quand même plus vite, effectivement, pour faire des multiplications, surtout, ça va plus vite. Mais ça va quand même plus vite de faire des additions que des multiplications. Et il y a eu des recherches assez costauds sur des manières de réduire le plus possible la précision des modèles, donc le nombre de bits sur lesquels on code ces modèles, hein, pour qu'ils soient le plus compacts possible, donc les compresser au max, tout en les rendant pas complètement inutiles, hein, évidemment. Et donc, il y a Bitnet qui a été parmi les plus ambitieux. Et leur idée, c'était d'entraîner des modèles spécifiquement dans l'optique d'avoir des poids binaires, c'est-à-dire des poids qui étaient uniquement 0 ou 1. Ça marchait pas trop mal, mais c'était quand même violent, et finalement, le meilleur moyen terme, c'est d'avoir 3 valeurs, qui sont 0, 1 ou moins 1, tout simplement. Ça permet d'avoir un modèle qui est globalement 10 fois plus petit que la normale, et qui a quasiment les mêmes performances, il n'y a pratiquement pas de perte. Donc Bitnet, en fait, on appelle ça un réseau ternaire, parce qu'il y a 3 trucs, hein, ternaire. Et c'est super parce que, évidemment, si tu n'as que des 0, des 1 ou des moins 1, bah, tu fais plus de multiplication en vrai. Puisque voilà, tu multiplies par 0, par 1 ou par moins 1. Donc en fait, tu fais que des additions ou des soustractions. Mais jusqu'à présent, dans Bitnet, l'original, il y avait quand même des multiplications à cause du mécanisme d'attention. Et donc c'était justement l'objet du dernier article de l'Université de Californie, donc celui que je cite là, et de Santa Cruz et de Luxitech, qui ont complètement revisité le mécanisme d'attention et l'ont remplacé par un truc équivalent du point de vue fonctionnel, hein, et qui supporte, lui, d'être passé en ternaire. C'est-à-dire qui supporte, lui aussi, d'avoir uniquement des 0, des 1 ou des moins 1. Ils ont donc une fondation, voilà, vraiment une architecture fondatrice, hein, pour des modèles de langage qu'on peut utiliser sans faire aucune multiplication. Uniquement des additions et des soustractions, et en binaire en plus. C'est-à-dire vraiment, vous n'avez même pas besoin d'avoir des chiffres, vous savez que, voilà, soit multiplié par 0, il n'y a plus rien, soit multiplié par 1, c'est le même chiffre, soit par moins 1, c'est le chiffre opposé, donc vous faites des soustractions quand vous avez ça, et puis c'est tout. En fait, il y a vraiment pas c'est vraiment des opérations extrêmement simples. Et ils ont entraîné un modèle avec cette méthode qui fait 2,7 milliards de paramètres, et qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas non plus ridicule, et ça marche très bien. C'est aussi efficace qu'un transformer normal de même taille. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des modèles donc qui sont 10 fois plus petits, mais surtout, quand on n'a pas besoin de faire des multiplications, on peut fabriquer des accélérateurs qui sont complètement différents des GPU qu'on a actuellement, qui sont eux prévus pour faire des multiplications, bien entendu, énormément. Et donc, on peut faire des trucs qui sont 10 fois plus efficaces que les GPU qu'on a actuellement, puisqu'en gros, tu vires toute la logique qui fait des multiplications et des trucs compliqués, tu ne gardes que des instructions les plus simples. Donc, écoute. Et donc, ils ont essayé de faire un ASIC, voilà, qui consomme effectivement très peu, mais bon, il faudrait voir à l'échelle ce que ça donne. Il faudra entraîner évidemment des modèles plus proches en taille, et, voilà, des tailles standards du moment, hein, pour être fixés. Mais ça montre quand même qu'il y a un espoir tout à fait crédible d'avoir des modèles 10 fois plus légers qui sont aussi 10 fois plus rapides qu'aujourd'hui, avec à la clé des composants qui seraient aussi radicalement différents et qui consommeraient énormément moins. Donc c'est très difficile de savoir de quoi le futur sera fait, voilà, technologiquement parlant. Voilà, il faut quand même se dire aussi ça, quoi. Il faut garder espoir. Ouais, effectivement. Mais c'est important pour tout. Il faut garder espoir pour tout, Guillaume. Merci beaucoup pour cette revue complète de l'incontournable de l'ActuTech de cette semaine. Alors bon, encore une fois, hein, je fais référence à nos informations et nos échanges d'intro d'épisode. Max Taylor évoquait Tech Café comme étant une discussion sympa au sujet de la tech entre collègues et passionnés. Donc forcément, un repas se termine par un dessert, comme je le disais. Et ce dessert, ce sera la rubrique jeux vidéo avec notre chouchou, hein, Guillaume, notre chouchou à tous, notre chouchou transgénérationnel. C'est Super Mario avec une toute nouvelle version, mais c'est pas exactement Nintendo, hein, qui la sort. Il y a des trucs, quand je les vois, je me dis cool, et puis immédiatement après, je me dis mais pourquoi? Et puis après, je me dis mais non, mais c'est cool quand même. Après, je me dis ouais, mais pourquoi? Et c'est cette boucle où j'oscille entre le c'est cool et c'est le truc le plus inutile que j'ai jamais vu. C'est mon cool état. Quoi. On devrait dire, ça s'appelle c'est cool quoi. C'est cool, mais ouais, c'est ça, parce que là, vraiment, quand tu vois tourner Super Mario 64 sur une Game Boy Advance, donc c'est Super Mario 32 du coup, Ouais. tu te dis, mais c'est super, mais why, quoi? Parce que faire tourner Super Mario 64 sur une console portable, ça s'appelle Super Mario DS. Super Mario 64 DS. Ça marche très bien. Donc pourquoi se casser à le faire sur GBA, qui est une console qui n'est pas du tout faite pour ça? Eh bien, pour le sport. Complètement. Pour les mêmes raisons qu'on fait tourner Doom dans les appareils improbables. C'est exactement l'idée, hein. C'est exactement l'idée. Parce que bon, il faut voir que bien qu'elle soit 32 bits, la GBA, c'est une console qui est focalisée sur la 2D. Elle était prévue pour être une sorte de Super Nintendo, quoi, mais pas une mini PlayStation. Elle n'a pas d'unité de calcul vectoriel, et c'est le CPU qui se braque tout, et bon, c'est compliqué pour lui. Il tourne à 16 MHz, hein, donc bon. Et ça n'a pas empêché Joshua Barreto de faire un moteur 3D dessus. Rendons-lui hommage. Capable de faire tourner, non pas le jeu complet pour le moment, mais une démo qui montre que ça serait possible, quoi. Ce qui en soi revient à une belle prouesse. Alors, il y a eu des jeux en 3D sur GBA, je me souviens d'un V-Rally par exemple, qui était vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de jeux de course, mais c'était avec un point de vue bien identifié, puis voilà, tu vois, il y avait un petit peu de jeu en voxel aussi.
Mais c'est toujours marrant de voir le challenge, quoi. Là, c'est un jeu open world qui est quand même plus compliqué, quoi, on va dire, à gérer, j'imagine. C'est toujours marrant de voir ça. Et moi, je me souviens qu'il y a quelques années, on avait eu droit à un portage de Tomb Raider qui ressemblait vraiment pas mal à la version PlayStation, en moins fluide, en plus pixelisé, tu vois, mais ça ressemblait vraiment à une version PSX, quoi, de Tomb Raider sur GBA. Un truc que j'aurais sans doute beaucoup aimé avoir à l'époque, mais qui était pareil, quoi, une performance sportive. C'était vraiment, vraiment, vraiment rigolo de voir ça. Un petit mot sur. J'ai peur de mal le prononcer, Guillaume. Du coup, je vais te laisser te heurter au rythme de la prononciation à l'anglaise. Riven? Non, ça se prononce Riven. Bah, j'ai un doute. Ok, donc Riven. Riven, oui, bah alors justement, je sais pas si t'as joué à Myst. Alors, pas du tout. Et ça fait partie de ces jeux dont j'ai toujours entendu parler. Je connais le principe. Mais ça m'a jamais intéressé. J'ai peur de passer beaucoup de temps de manière trop contemplative. Un peu quand je regarde un match de l'équipe de France de l'Euro, tu vois. Pardon. Bah, surtout que c'est compliqué. Myst, c'est habitable un peu quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est très, très obtus. Ouais. C'est fait exprès. Parce que ça fait partie En fait, c'est le précurseur des jeux comme The Witness ou Talos, Talos Principle, je crois que ça s'appelle. C'est des jeux qui sont des walking simulators avec des puzzles, quoi. C'est des environnements en 3D à la première personne, mais c'est des puzzle games. Et The Witness, c'est vraiment le plus proche, j'ai l'impression, et c'est vraiment une sorte d'héritier spirituel de jeux qui se faisait dans les années 90. Donc il y a eu Myst, puis après il y a eu Riven, puis après il y a eu d'autres suites qui ont peut-être moins marqué, mais Riven a marqué pas mal de monde d'ailleurs. Et c'est vraiment un jeu comme The Witness, mais qui était encore plus, encore plus compliqué, quoi, parce que c'est vraiment, tu peux avoir des fois un bout de la map qui sert à l'autre bout de la map. C'est des trucs vraiment très très durs, on te prend pas du tout par la main. Alors voilà, ça fait le charme pour certains, mais voilà, c'est le From Software des puzzle games, c'est ça? C'était à l'ancienne, quoi. Et ben Riven il ressort évidemment en 3D temps réel, et aujourd'hui on peut faire des graphismes en 3D temps réel qui sont beaucoup plus jolis que ne l'était Riven à l'époque, qui était en 3D précalculé évidemment. Et donc c'est assez marrant de revoir tourner Riven comme ça, avec les mêmes angles, les mêmes images, les mêmes... alors pratiquement les mêmes énigmes, même s'il y a des trucs qui ont été un petit peu simplifiés pas forcément pour le casualiser, mais bon, voilà, pour qu'il soit un petit peu plus agréable, quoi, de qualité de vie, on va dire, qui ont été un petit peu changés. Mais donc Riven revient en full 3D, et c'est pas mal. Il y a que les vidéos qui ont disparu, qui ont été remplacées par des NPC, quoi, en 3D, quoi, qui parlent qui disent le même texte, évidemment, mais c'est un peu différent, parce qu'effectivement, une des particularités de Myst et de Riven, c'était d'avoir des vidéos à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs qui jouaient un rôle et tout. Ça avait un petit côté film interactif aussi qui était assez sympa. Je dis ça, mais j'ai jamais réussi à les finir. Mais bon. Mais voilà, donc Riven revient en full 3D, donc c'est, écoute, quand on parle de réédition de vieille gloire. Ça te tente ou pas? Est-ce que tu as envie de te plonger dedans? Ce que tu dis, j'ai pas l'impression que tu as envie d'y passer du temps compte tenu de tout ce que tu as à faire. Mais... Non, c'est clair que c'est pas prioritaire, on va dire. Refaire Riven, honnêtement, c'est pas prioritaire. Ok. Très bien. Est-ce que parmi tes priorités, il y a le fait de jouer à Forza Horizon 4? C'est une micro-news, mais c'est un truc qui me fout toujours en l'air, quoi. Forza Horizon 4 va disparaître des magasins en ligne. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe quel jeu, tu vois. Enfin, c'est des problèmes encore de licence, hein, tout simplement. Il y a des licences qui expirent et tout ça. Et donc, le jeu va disparaître. Mais je veux dire, c'est Forza Horizon 4, hein, c'est un jeu énorme, tu vois. Donc, ça veut dire que, à partir du 25 juillet, je crois. Non, je ne sais plus. J'ai pas mal fait mes devoirs, j'ai oublié la date. Mais bon, cette année, en tout cas, Forza Horizon 4 va disparaître des stores. Et moi, je trouve ça hallucinant que le jeu disparaisse. Alors, il y a des versions physiques de Forza. Le 15 décembre. 15 décembre, voilà. Donc, il y a des versions physiques de Forza, donc vous pourrez toujours y jouer, mais il y a plein de jeux comme ça qui n'ont pas de version physique et qui disparaissent du jour au lendemain pour des problèmes de droit. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Bon, voilà, je le dis souvent et je donne souvent des exemples comme ça, mais ça montre bien à quel point, si tu veux, ouais, effectivement, t'as aucune assurance, finalement, c'est vraiment éphémère, quoi. Le démat, c'est vraiment éphémère, quoi. Du jour au lendemain, comme ça, tu peux ne plus juste avoir accès à un jeu vidéo, alors que c'est un carton. Enfin, c'était un carton, Forza Horizon, quoi. C'est fou. J'ai du mal à comprendre les droits que tu évoques. Quel droit pose problème là-dessus? J'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas les droits de musique? Ah, d'accord. Je crois que c'est le droit de musique. Les droits de musique. Musique ou... de toute façon, tous les jeux peuvent qui pas ont juste changer la musique. Ah, mais ça, c'est du boulot. Mais il y avait eu des problèmes avec les GTA aussi, comme ça. C'est, en gros, tous les jeux qui ont à l'intérieur des vraies marques,
des vraies musiques de vrais Ah, il y a artistes peut-être les qui, marques des qui ont des voitures aussi. licences. Ouais, il y a des marques de Mm. voitures. Il y a peut-être, alors peut-être c'est la musique et peut-être c'est les voitures, peut-être c'est les deux. Mais bon, de toute façon, c'est le même Ah, c'est problème. ce qui est indiqué dans l'article de The Verge. Hein, c'est les... Quand tu as des vraies marques à l'intérieur d'un jeu, elles sont négociées pour un certain temps. Et donc, légalement, quand cet accord prend fin, le jeu n'a plus le droit d'exister en Ouais, l'état. ouais, d'accord. Donc, soit les devs, ils reprennent, voilà, ils retournent au charbon et ils changent les musiques et ils trouvent d'autres musiques, ils se démerdent. Soit ils ont juste plus le droit de le vendre. Mhm, mhm, C'est fou, hein. mhm. Ouais, et puis de mettre des nouveaux modèles alors que tu as les jeux Forza plus récents qui intègrent des modèles plus récents, ça effectivement, enfin, je pourrais comprendre que ce soit un peu dommage, quoi, mais bon. Non, mais puis il faut Il est changer, après il faut le republier, enfin, c'est tout un bordel, hein. Ah là là, faut cliquer en plus sur démarrer Ah bah. Windows pour le développer. On est méchant, on connaît peut-être pas la réalité. Il est sorti en 2018, si je dis pas de bêtises, Guillaume. Donc, en tout cas, il aura vécu en gros 6 ans. Et je me posais la question, en faisant ce calcul, combien de temps il a mis à être développé. Et si ça se trouve, il a mis peut-être plus de temps. Ah, je ne sais pas s'il a mis plus de 6 ans à être développé. Est-ce que c'est possible, selon toi, qu'un Forza ait Non, mis plus de Forza 6 ans? Horizon, c'est peu Ah, même probable pas. que ça ait mis 6 ans. Non, c'est Ok, plutôt. ok. Ouais. Parfait. Allez, on va passer à l'apéritif, Guillaume. Je vais chercher mon rhum arrangé pour qu'on puisse se replonger sur le serveur Discord de Tech Café. Alors oui, il y a un sujet quand même qui a intéressé pas mal les auditeurs. On l'avait dit en intro, qui n'est pas forcément un sujet phare. Tu l'as dessiné un petit peu. Il y a plusieurs réactions, hein, plusieurs discussions. C'est chouette. Mais notamment sur la viande synthétique, hein, la viande créée sans tuer d'animal, Guillaume. Bah oui, il y a eu des retours donc de Sébilan et voilà, c'est le moment des retours. Donc voilà, alors maintenant C'est on peut y génial aller. parce que tu as trouvé une technique pour faire écouter les auditeurs jusqu'au bout, vu que Ah on ça sait dépend. qu'ils aiment entendre parler d'eux et c'est bien normal. Ah Et on oui. sait aussi que c'est des sujets qui les intéressent. Donc tu les as hypés au début. Et là, ils n'ont pas utilisé la fonction avance rapide. Ils ont écouté tout l'épisode Bien parce sûr. qu'ils sont fidèles et ils sont là avec nous. Et coucou à vous. Alors, Eux, ils tu sont voulais réagir. captifs. Eux, ils sont captifs. j'imagine, Eux, oui. c'est Sébilan, Grémy et Tim, probablement, qui sont captifs, effectivement. Les autres, ils sont peut-être déjà partis, mais bon, c'est pas grave. Ah, Et oui, c'est vrai qu'on a eu des retours donc de ces 3 auditeurs sur globalement 2 points, hein, Platon et la viande. Et bon, en vrai, j'ai pas des masses de trucs intelligents de plus à dire en fait dessus parce que c'est bon, pas bah trop. voilà. Allez, Voilà, où est-ce qu'on c'était peut ça. trouver Guillaume alors? Non, mais j'étais sûr effectivement qu'en particulier le sujet de la bouffe ferait réagir. La bouffe, ça fait toujours réagir. Ah, la bouffe. Et évidemment, surtout avec un truc aussi radical quand même, hein, disons-le, que la viande et le lait artificiel. Il y a plusieurs points, hein. D'une part, est-ce que ça sera vraiment décarboné? Donc c'est une des questions qui est voilà, comme production de viande. Alors pour le coup, à terme, je sais pas à quel point évidemment, parce que pour l'instant la production est tellement anecdotique que c'est pas évident de se projeter dans une éventuelle production à très grande échelle. De serait-ce que pour remplacer les viandes des plats préparés ou ce genre de truc, ça serait quand même des grosses productions. Donc je sais pas, mais à vue de pied, je dirais qu'on peut quand même s'attendre à ce que ça prenne énormément moins de ressources par kilo, parce que en termes d'eau, de rejet de méthane, d'occupation des sols, de nourriture pour les bêtes, parce que voilà, il faut nourrir les bêtes, hein, et donc ça veut dire qu'il faut aussi cultiver la nourriture, hein, il faut bien le faire pousser la nourriture qu'on file aux bêtes et tout. Donc ça paraîtrait étonnant qu'on n'ait pas un gain par rapport à la prod traditionnelle. Cela dit, c'est sûr aussi, je pense que ça sera toujours plus simple de manger des pois chiches, quoi. Hein. Voilà, c'est si on veut être réaliste. Donc, selon les habitudes alimentaires des uns et des autres, c'est pas évident que ça vaille tellement le coup. Parce que c'est vrai que si tu manges très peu de viande et beaucoup de pois chiches et beaucoup de légumineuses, tout ça, et ça se trouve, voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin, tu vois. Mais bon, la consommation de viande dans le monde, le truc, si tu veux, c'est qu'il faut voir que dans le monde, on consomme des masses de viande. Dans le monde, c'est 364 millions de tonnes de viande qui sont consommées l'an dernier. Et la tendance reste à l'augmentation. Au niveau mondial, il y a clairement toujours une tendance à l'augmentation. Et donc, il faut voir à cette échelle-là, quoi, tu vois. Après, on a une remarque sur l'innocuité. C'est vrai qu'on peut pas être sûr, hein, mais c'est sûr qu'on peut pas être sûr qu'un truc n'est pas du tout dangereux. Enfin, tu vois, c'est très difficile de... Bon, et après, je voulais dire, évidemment, aussi sûr que la viande standard, on va dire, tu vois, être raisonnablement sûr que ce soit aussi... Enfin, que ce soit aussi bon pour faire aussi... Enfin, qu'il y ait une innocuité comme la viande standard. Mais par contre, il y a une bonne remarque de Sébilan qui dit que comme cette viande serait un produit purement industriel, et donc purement construite sur la base d'une multitude de brevets, sans doute financés et détenus par une poignée de boîtes, ça ferait dépendre l'alimentation de quelques intérêts privés, un peu comme c'est le cas de la tech aujourd'hui, hein, de toute façon. Là où c'est plus diffus sous une masse de producteurs type agriculteur. Alors, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est absolument pas souhaitable, hein, c'est vrai que c'est un point qui est tout à fait pertinent, mais malheureusement, il y a déjà un peu de ça aujourd'hui, et d'ailleurs, je le déplore, hein, dans l'agriculture actuelle.
Parce qu'il y a les semences brevetées, il y a les équipements et les produits phytosanitaires qui sont quasi obligatoires et qui sont gérés par une poignée de multinationales. Alors ça ne concerne pas évidemment tous les agriculteurs, mais il y a quand même la production intensive, ça marche déjà un peu comme ça, malheureusement. Donc il y a, tu vois, évidemment. Après, donc c'est toujours ces bilans citent aussi donc Marc-André Sellos, que je ne connais pas, que j'ai pas lu, hein, je l'avoue, donc ça, je vraiment... Bon, ok. Qui dit, donc Marc, hein, que l'élevage est indispensable à la protection des sols, et ça, honnêtement, je vais pas argumenter là-dessus, j'en sais rien, honnêtement, j'y connais pas grand-chose en je sais pas agronomie. du tout non plus, ouais. Voilà, il me faudrait que je me documente plus, honnêtement, moi, voilà, c'est pas du tout mon domaine. Après, il y a aussi la question de la santé, des bactéries et des antibiotiques qui sont nécessaires uniquement dans l'élevage intensif, comme dit Sébilan, et c'est vrai, hein, il y a des formes d'élevage qui sont plus respectueuses. Bon, je veux dire, je l'accepte, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est vrai que j'avais tendance à réfléchir en termes tu vois, de gros volume mondial, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la majorité de la viande consommée actuellement n'est pas produite de manière intensive? J'ai l'impression que c'est que c'est malheureusement le cas. Tu vois, et donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on parle de ce truc-là. C'est parce que il y a probablement des bien meilleures façons de produire de la viande et voilà, et du lait et tout ce que vous voulez, mais en termes de gros volume, tu vois, qu'est-ce que ça donne, quoi? Donc à grande échelle, de manière très pragmatique, hein, vraiment, hein, comment concilier une consommation qui augmente à l'échelle mondiale, hein, et qui est massive, et les soucis écologiques qu'on a. Donc voilà, c'est pas facile, et c'est pour ça que de temps en temps, je relais ces news biotech, hein, même si c'est vrai que ça m'éloigne un peu du cœur du sujet du podcast, on va dire. Et ça a intéressé nos auditeurs. On a fait le tour du coup des réactions, Guillaume, il n'y avait pas d'autres éléments sur Pour la viande, non, mais après on peut terminer avec le Platon et le sujet de Platon. Oui, bien sûr. Oui, parce que le Platon, c'est bon. Ça a suscité 2 réactions auxquelles je ne saurais pas forcément répondre non plus. Alors, parce que voilà, il y a des trucs. Par exemple, Grémy nous dit que dans la pensée humaine, il n'est pas possible de penser certains concepts si le mot n'existe pas. Donc, je cite Grémy. Hein. Et ça, déjà, je sais pas, en fait. Très honnêtement, je laisse les neuroscientifiques et les linguistes, je sais pas qui nous écoutent, commenter là-dessus. Perso, je sais pas, j'ai lu un truc récemment, par exemple, qui est une étude, hein, qui réalisait qu'une partie des humains aurait un esprit silencieux, qui aurait pas cette petite voix intérieure dans la tête, tu sais, qui commande tout, qui narre ta vie et qui te saoule même jusque dans le lit alors que tu veux dormir, mais non, elle te parle. Enfin, moi, c'est mon cas, hein, donc c'est le cas sans doute de beaucoup de gens, une petite voix comme ça, un petit peu tout le temps. Mais apparemment, c'est pas le cas de tous les... Hein? Mais oui. Voilà, c'est pas... C'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce que j'étais dans le rendez-vous tech avec Patrick Béja il y a de ça quelques jours, et il m'a longuement parlé du fait qu'il était aphantasique, donc le fait qu'il n'arrivait pas à visualiser des images mentales. Donc genre, tu fermes les yeux et tu dois visualiser une étoile rouge, mettons. Bah, lui, il n'y arrive pas. Mais en l'occurrence, moi non plus. Et il a dit, et ce qui m'étonne aussi, c'est ceux qui n'ont pas de monologue intérieur, pas de petite voix qui se déroule dans leur tête. Mais je n'ai pas ça non plus, Guillaume. Je me demande si j'ai vraiment un cerveau, en fait. Je me pose vraiment des questions depuis. Ça m'angoisse, hein. Mais non, mais attends, après, je sais pas. Enfin, c'est une étude qui s'appelle The Silent Mind. Et donc, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas du tout de voix intérieure. Mais toi, peut-être que tu as juste tellement pas... mon cas, je suis angoissé. Mais non. Bon, j'essaierai de te relier l'article. Bon, je sais pas, en tous les cas, si tu veux, de toute façon, que tu aies une voix intérieure ou pas, que tu vois des images ou pas, de toute façon, tu dois penser, quoi. Tu vois, tout le monde pense. Hein, et donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui passent moins par le langage chez certaines personnes que d'autres. Donc, c'est des trucs qui sont très, très, très profonds et compliqués, quoi. Tu vois, c'est pas des choses qu'on peut discuter comme ça en 2 minutes. Mais bon, bref, si on revient sur le truc de la news de Platon, pour essayer de se recentrer un tout petit peu, la news Platon du supplément, pour le dire vite, cette news, elle disait quoi? Elle disait que des chercheurs constatent que les représentations au sens mathématique que se font les modèles de langage et les modèles multimodaux ont tendance à se ressembler au fur et à mesure qu'ils grossissent. D'où l'idée hypothétique encore d'une représentation limite. Une représentation limite qui serait optimale. Alors on peut parler que d'une représentation de leurs données d'entraînement, de toute façon, parce qu'ils représentent des choses qu'on leur montre. Hein, forcément, c'est des modèles de langage, hein, par exemple, ou des modèles multimodaux. Et ce sont des données qui représentent le monde. Alors, le monde, pour les LLM, c'est que des mots, c'est que des symboles, de toute façon. C'est que des mots, si c'est un modèle de langage pur, c'est carrément que des mots. Ça peut être que des tokens sonores ou visuels si c'est du multimodal, etc. Alors, l'argument de Grémy, c'est de dire, pourquoi il disait ça? Un LLM voit passer énormément de contenu dans toutes les langues et toutes les cultures.
Enfin bon, pas toutes, hein, mais bon, disons beaucoup, beaucoup plus qu'un être humain en général, en tous les cas. Oui. Est-ce qu'il aurait une vision plus large qu'un humain ou est-ce qu'il aurait des concepts à lui pour boucher les trous quand il n'y a pas des trucs, voilà, quand il n'y a pas ce qu'il faut dans le dos d'entraînement? Alors, c'est une question qui est très compliquée, évidemment, parce que Oh là là. déjà, je suis pas sûr du tout que les langues déterminent des concepts aussi différents que ça chez les humains qui les pratiquent. Alors, là encore, c'est peut-être plus perso. Bon, moi, j'ai plus l'impression que les humains pensent tous à peu près pareil et que les langues sont des variations parfois assez, intenses, hein, d'une manière d'exprimer toujours les mêmes choses essentiellement. C'est-à-dire les mêmes structures, mentales, quoi, hein. Mmh. Parce que j'ai une vision plus universaliste. Alors je pense que c'est un peu la vision de Chomsky. Alors ça m'aiderait de pouvoir jouer la carte Chomsky, tu vois? M'appuyer sur Chomsky, ça serait pas mal, pour étayer mon truc, mais j'ai pas eu le temps malheureusement de creuser le sujet, cet après-midi, bon bref. Donc même si un LLM, connaissait toutes les langues, pour moi, il n'aurait pas une vision plus large qu'un être humain. En fait, il aurait assimilé les mêmes trucs que tout le monde, tout simplement, mais voilà, exprimés de manière différente. Mais pour moi, je vois pas pourquoi ce serait différent, parce que ça reste quand même des langues humaines, quoi, hein. Quant au concept propre au modèle, entre guillemets, là, disons, c'est possible effectivement qu'un modèle de langage ait des concepts qui soient à lui, qui ne soient qu'à lui. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que sont les concepts assimilés par les LLM. On sait bien qu'ils savent qu'une pomme, c'est un fruit, dans le sens où systématiquement, ils vont attribuer une très haute probabilité au mot fruit si on écrit la phrase «la pomme est un», tu vois? Ce qui revient à dire qu'ils savent effectivement, au sens effectif, hein, catégoriser des trucs. On le voit d'ailleurs quand on leur fait des radiographies aussi, comme ils le font chez Anthropic, hein, comme on en avait parlé. Ils ont des catégories de trucs et plein de sous-catégories et de sous-sous-catégories. C'est assez fractal même comme truc, les concepts chez les LLM, c'est fascinant. Et il est possible qu'il y ait des structures qui sont pratiques pour eux, mais pas pour nous. Des trucs qui n'ont pas de sens pour nous, mais qui, eux, les aident à faire efficacement ce qu'on leur demande. Parce que dans tous les cas, les IA sont des machins qui ont un objectif et qui font tout leur possible pour l'atteindre le plus efficacement possible avec les moyens qu'on leur donne, quoi, hein. Et donc, c'est pas évident du tout qu'ils vont s'y prendre comme nous pour faire les choses. A priori, il n'y a pas de raison d'ailleurs. Sauf, vous allez me dire, s'il y a une représentation optimale, et que du coup, nous aussi, pour les mêmes raisons d'efficacité, on essaye de s'approcher de cette représentation optimale. Bon, c'est un peu le sujet de l'article, mais il faut quand même raison garder, parce que pour l'instant, c'est quand même une étude empirique, préliminaire, hein, qui reste à confirmer, et qui est essentiellement une correspondance un peu molle, c'est-à-dire entre vecteurs. Qu'est-ce que ça implique pour la pensée de nous en particulier? Pour l'instant, j'hésiterai à en tirer des conclusions pour nous-mêmes, quoi, on va dire, hein. Mais bon, c'est quand même un sujet qui est intéressant, manifestement. Et on conclut, je vais y arriver, avec Sébilan encore, qui nous dit que les gros modèles étant entraînés pardon, sur beaucoup plus de données que les petits, il y a des recoupements dans les datasets de ces modèles, et que même si on les entraîne séparément, ben, ils voient passer pas mal les mêmes choses, quoi, et que ce serait pour ça qu'on ait des représentations qui tendent de plus à se ressembler. Donc ce serait Ok. l'explication que Sébilan, Mhm. à laquelle a pensé Sébilan. Et pour le coup, je pense pas. Parce que oui, les datasets ont de gros recoupements, ça c'est vrai, et c'est même vrai pour les modèles plus petits. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des très très gros modèles, hein, parce que c'est même encore plus vrai pour les petits modèles, je pense, parce que en fait, tout le monde entraîne sur Wikipédia. À un moment, tout le monde utilisait The Pile ou C4, c'est le Clean Common Crawl, etc. Donc, les modèles, ils voient passer les mêmes trucs, c'est sûr, qu'ils voient passer plein de trucs, voilà, qu'ils voient passer les mêmes choses, même s'ils sont entraînés séparément. Mais les modèles, avant leur entraînement, ils sont initialisés aléatoirement. Donc il faut s'imaginer qu'on part d'un point, d'un lieu aléatoire dans l'espace des paramètres. Dans l'espace des paramètres, ben, en fait, les paramètres, c'est des choses libres, hein, c'est des choses qu'on veut régler, les paramètres du modèle de langage, les paramètres du réseau de neurones. C'est des choses libres, donc il y en a beaucoup de ces paramètres, et puis il y en a des milliards, hein, donc voilà, c'est un lieu dans un espace qui a des milliards de dimensions, mais c'est un point spécifique, et on part d'un point qui est aléatoire, en fait. L'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est une phase d'optimisation où on va minimiser une fonction sur cet espace. Donc la valeur de la fonction, elle va dépendre de ce point, en fait, hein, de ce lieu. À chaque lieu, on va associer un nombre, pour le coup, vraiment un nombre. Et donc, ce nombre va dépendre du lieu. Et donc, on va chercher un minimum local de cette fonction autour du point de départ. Et on va, pour ça, se balader de proche en proche. Autour de ce lieu, on va se balader de proche en proche. Et on va se balader pendant un sacré bout de temps pour trouver le meilleur minimum, le meilleur creux, le creux le plus creux qu'on puisse trouver, qui soit à partir de ce point de départ. Parce qu'en réalité, le paysage, c'est un paysage en des milliards de dimensions. Il faut vous imaginer que cette fonction, s'il y avait 2 dimensions, vous pourriez la représenter comme une surface. Là, des dimensions, il y en a des milliards. Il y en a 7 milliards, il y en a 100 milliards, il y en a 200 milliards. Donc, c'est tellement inimaginablement complexe qu'il y a une infinité de creux, plus ou moins creux, en réalité.
Donc, c'est pas possible de trouver un minimum global ou ce genre de truc. Donc, on va chercher des minima locaux comme ça. Et donc, le chemin qu'on va parcourir sur ce paysage, en fait, comment on va le déterminer? C'est là que les exemples rentrent en jeu. On va prendre des exemples qu'on va montrer au modèle. Il va faire une erreur. Et en fait, cette erreur, elle peut être traduite en quelque sorte en un chemin, une direction à prendre dans ce paysage multidimensionnel dans laquelle on va faire un prochain pas. Donc, on va faire un pas dans cette direction qui est déterminée par les erreurs. Et puis après, on va refaire pareil, on va voir, en gros, est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Est-ce qu'on est plus sur un creux? C'est-à-dire, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend, quoi, globalement? On regarde si ça monte et si ça descend, puis c'est comme ça, petit à petit, qu'on va se balader dans cet espace et qu'on va atteindre des creux en regardant, en essayant de suivre là où ça descend, quoi, globalement. Et donc, le truc, c'est que même si on a les mêmes exemples, comme on part pas du tout du même endroit, il n'y a aucune raison qu'on arrive au même point. Il n'y a aucune raison que les paramètres ne soient en quelconque manière analogues entre deux modèles. Même s'ils voient très exactement les mêmes et uniquement les mêmes exemples, comme ils partent pas du même point, ils n'arriveront pas au même creux. Parce que c'est pas un minimum, parce qu'on ne cherche pas en fait les minima globaux. Et donc, comme les poids ont a priori rien à voir entre les deux modèles, il n'y a pas de raison non plus qu'ils rangent les vecteurs de la même manière. Et plus précisément, d'une manière qu'on puisse mettre en correspondance ou qu'il y ait une similitude. Il n'y a pas forcément de raison a priori de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que le machin de Platon, finalement, c'est un peu étonnant. Hein. Mais bon, encore une fois, même, je pense qu'il ne faut pas y lire plus que ce qui est écrit dedans non plus, quand même. Merci Guillaume pour ces analyses. J'ai pas trop envie de réagir parce que l'épisode est déjà super long et je pense que tu as dit des choses bien plus intelligentes que tout ce que je pourrais dire ou tout ce que pourraient dire nos auditeurs sur le serveur Discord. Mais si jamais ça vous inspire, par contre, au moment où vous écoutez Guillaume vous faire cette restitution, et d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble des sujets qu'on aborde dans Tech Café, vous connaissez le canal incontournable. C'est le serveur Discord de Tech Café. Preuve en est donnée qu'en plus, Guillaume surveille, et je n'utiliserai plus cette expression un peu malheureuse en ce moment, mais surveille en tout cas les interactions et en prend note. Ouais, l'œil de Moscou, c'est trop anxiogène. Prends œil de Sauron, c'est mieux. Ouais, l'œil de Sauron, c'est beaucoup plus cool, effectivement. On sent qu'il y a quelque chose qui nous rapporte au rêve ou au cauchemar, peut-être. Mais enfin, en tout cas, c'est un reste du cauchemar. Bon, merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité, pour écouter Tech Café, épisode après épisode, et puis réagir. Vous pouvez le faire aussi dans les commentaires sur techcafé.fr. Guillaume jette un coup d'œil aussi également. Mention spéciale à Mika, qui est toujours présent pour réagir et à rapporter d'ailleurs les différents éléments qu'il écoute dans Tech Café à des choses auxquelles ça lui fait penser. J'aime beaucoup. C'est presque quelque part une méta-information. À jeter un coup d'œil. C'est sur techcafé.fr dans les commentaires. Et puis, je vous invite évidemment, si ce n'est pas déjà le cas et si vous en êtes convaincu à ce stade de l'écoute de l'épisode, d'aller nous soutenir sur patreon.com/techcafé et à déposer des avis sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict et des étoiles sur Spotify. Mais en attendant de nous retrouver pour un ultime tour de piste, tel un rappel à la fin d'un concert pour un épisode supplément de Tech Café qui arrivera ce week-end, je vous propose de découvrir où on peut retrouver Guillaume. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, je vais tester Gemma un petit peu pour pouvoir le comparer à Gemini. Ouais. Ah bah oui, de toute façon, ça c'est clair que je vais essayer de tester le petit et le gros. Mais bon, là j'ai le temps parce que c'est l'été, ça va être la pause, et donc voilà, un petit peu de calme dans ce tourbillon de news. Voilà, un petit peu plus de moments loin de mon écran, moi ça fera quand même du bien. Ouais, fais pas trop tourner le PC en plus sur tes tests avec de l'intelligence artificielle parce que ça chauffe et puis comme il va faire chaud, on l'espère, il va faire chaud Guillaume. Sûrement, écoute. Non, on profitera de l'été qu'on aura, écoute, en tous les cas, voilà, c'est l'été, donc si vous écoutez pas le supplément, je vous souhaite à tous un bel été et des bonnes vacances donc aux juilletistes. Attends, tu veux me laisser entendre qu'il y a des gens qui écoutent Tech Café jusqu'au bout en hebdo, mais qui n'écoutent pas le supplément. Mais qui sont ces gens? Quels sont leurs réseaux? Dénoncez-vous. C'est très fair play. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et sur guillaumevendée.fr. Et dans quelques jours, dans un prochain épisode de podcast. Oh là, un gros insecte qui vient sur mon écran. C'est vraiment l'été. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.